Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast sur le jeu de rôle avec une team que vous commencez à connaître. Nous sommes avec un Valentin. animateur de fête foraine, visiblement. La tête tu en bas, sais la bien, tête en haut, tu sais c'est parti bien. pour le podcast. Vous en voulez à la vitesse maximum. C'est parti avec Valentin T. Valentin T, ça va? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Je suis content que tu sois là parce qu'on a tous des thés dans les mains. Donc Valentin T, ça me semble d'actualité. Exactement. Nous sommes également avec Stéphane. Stéphane, ça va? Tiramisu? Oui, ça va très bien. Mm. On va se poser. On a Valentin T, mais est-ce qu'on a le tiramisu Et oui, avec le thé? et oui, On l'a bon pas. appétit. On l'a pas. On l'a pas, c'est du flan. Nous sommes avec Jérémy. Oh là 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 là. Je suis en pleine forme. Nous sommes avec Jérémy. Jérémy, ça va la pêche? Ouais. Nous sommes également avec Antoine Morgan tout à l'heure. Antoine, ça va la Absolument, citron meringué pour les intimes. Si on est dans le cadre des desserts, on va partir là-dessus. pêche. Et nous sommes également avec Darky. Ça va Salut la tout le pêche? monde, la pêche. Toujours là pour que je puisse avoir tort tranquillement pour ce podcast sur l'herméneutique et le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Alors, c'est pour se la péter déjà. Hein. Ah ouais, on va pas se mentir. C'est des compliqués. Moi, j'adore ça. C'est Valentin, bien sûr, qui va animer. Ouais, ce tout à podcast. fait. Alors, C'est je lui vais qui peut-être arrive pas ce l'animer. sujet de podcast incroyable, herméneutique et jeu de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en déjà, fait, c'est quoi l'herméneutique? d'abord, l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. D'accord. Et Mais- le jeu de rôle? Jeu de rôle, je ne définirai pas parce que ça va bien comme ça. Ça n'a rien Donc, la à science voir de avec Hermétique et les Tupperwares. Non, rien à voir. Ah bah je m'en Rien vais à alors. Faire voir un jeu de rôle. Donc, herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Qui Ouais, c'est tout qui à fait fait. de l'herméneutique? Des herméneuticiens? Ouais, tout à fait. Ça se dit ça? Je Il y a quoi crois, comme je- livre d'herméneutique connu? C'est qui Oulala. les fondateurs de l'herméneutique? Alors moi j'y connais en Je sais fait pas grand chose parce que il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que toutes mes réflexions en fait sont issues d'une exploration à la suite de diverses lectures de livres de linguistique, de théorie de linguistique. Je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à ça. Et donc j'ai vu, souvent quand on s'intéresse à un sujet, on voit beaucoup de liens entre les choses. hein, Bien si on sûr. fait, Et quels sont ces livres quand même, justement, pour voir un peu. il y a beaucoup d'articles de revues scientifiques, il y a des livres de linguistique, d'introduction à la linguistique. Donc c'est de la linguistique, ça touche à Ouais, la c'est linguistique. beaucoup de linguistique, tout à fait. D'anthropologie D'accord. du langage, d'anthropologie des pratiques langagières. Anthropologie du langage, qui n'est pas de la Voilà. philosophie analytique. Ah non, absolument pas. Voilà. De l'anthropologie de la communication, de la linguistique formelle, sémantique formelle, aussi philosophie analytique. Mais je m'en dégage beaucoup en fait dans ce que je vais raconter là. D'accord. Ouais. Et des articles en fait de sémiotique. Alors la sémiotique, Ah, c'est la science des signes, les signes qui peuvent être linguistiques ou non linguistiques. La sémiologie, c'est la science des signes linguistiques. Mais en fait, tous ces mots, on s'en fout un peu en vrai. D'accord. Non, mais si c'est intéressant parce que de voir un peu que sur le langage, il y a plein d'approches différentes, tu vois. Il n'y a pas Ouais. une science du langage. Ah non, voilà, très au loin de contraire. là. Qu'en fait, la linguistique, faudrait parler des linguistiques, parce qu'il y a beaucoup en fait de Ouais. paradigmes associés à cet objet-là. Il y a la linguistique cognitive, il y a la linguistique structuraliste, il y a des approches beaucoup plus philosophiques de la linguistique. Donc en fait, moi, je me nourris de lectures diverses et variées. Et il y a plein de manières de concevoir l'objet de la linguistique. Enfin, l'objet linguistique, on pourrait dire. Et moi, j'essaye de voir un petit peu ce que ça peut m'apprendre, notamment, là, dans ce cas particulier, sur ce qui se passe au cours d'une partie de jeu de rôle, en fait. D'accord. Ok. Quelle est ta formation, toi, à titre personnel? Alors moi, à la base, je suis biologiste. Donc rien à voir avec tout ça. Absolument rien à voir. Mais- Je me suis mis à faire de la linguistique au cours de mes études. Et maintenant, je suis les deux pieds dans la linguistique, notamment la linguistique computationnelle, mais pas que. D'accord. Donc en gros, tu es passé du stade de passionné à là maintenant carrément étudiant dans le domaine. Ouais, c'est ça, étudiant, professionnel, je fais de la recherche en linguistique. Voilà. Ça, c'est intéressant, tu vois. De partir de la bio pour arriver là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un parcours original, ça. Je sais pas, ça vaut peut-être le coup de. C'est quoi la linguistique computationnelle? Ça m'intéresse. En fait, c'est simplement la linguistique, c'est l'objet, et le computationnel, c'est les méthodes et les outils qu'on utilise pour étudier l'objet. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'ordinateur comme un moyen d'étudier le langage, tout simplement. Donc, par exemple, un truc très très simple, c'est compter le nombre de mots dans un discours, compter le nombre d'occurrences d'une forme syntaxique dans un discours pour essayer d'en déterminer ses caractéristiques. Mais en tout cas, c'est pas de linguistique computationnelle dont je vais parler ici. Hein. C'est de tout ce que j'ai pu glaner par ailleurs à la marge sur ce sujet plus précis, quoi. Ok. Donc voilà, pour commencer, l'idée c'est de vous présenter un petit peu mes réflexions à ce sujet. Et c'est des réflexions qui sont temporaires.
Vraiment là, je ne veux pas vous présenter une cathédrale théorique ni quoi que ce soit. Je suis là pour vous proposer un petit peu mes réflexions et les soumettre à la critique. Ce que je recherche, c'est une critique active de votre part, si vous le voulez bien, pour essayer de voir les limites du modèle, essayer de voir où est-ce qu'on peut aller explorer, où est-ce que ça peut être intéressant, un peu limité, etc. etc. Donc à savoir que ça, c'est une démarche très valentinienne, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que par ailleurs, Valentin anime aussi ce type de groupe de discussion sur courant alternatif. En tout cas, tu en as proposé, donc Tout à fait, je référence et je renvoie aussi à la partie de ce forum où tu proposes justement aux gens de soumettre leurs articles à la critique qui se doit d'être constructive et qui est donc au service des auteurs des articles en question. Oui, tout à fait. Donc là, on va être à ton service en essayant de te proposer des critiques. C'est un grand les plus service que vous me pertinentes, rendez, que d'essayer de me comprendre, de m'écouter, d'essayer de formuler des critiques constructives. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà, alors très bien. Très bien. Alors donc tu disais que tu avais vu aussi des ponts entre les deux domaines finalement. Oui, bon, ça je pense que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment quand on s'intéresse à un domaine particulier. Si on fait de la philosophie, on va voir des liens. Si on fait du game design en jeu vidéo, on va évidemment voir du lien. Ça porte un nom, ça s'appelle la transversalité. Ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, je propose une forme de transversalité possible, mais bien sûr le jeu de rôle est bien autre chose que linguistique. Il est notamment linguistique et c'est ce que je regarde là maintenant. D'accord, ok, très bien. Donc, ma question, c'était qu'est-ce que certaines branches de la linguistique peuvent apporter à la compréhension du jeu de rôle ? Juste un truc avant de répéter ta question. Est-ce qu'il y a un article écrit auquel on peut renvoyer les auditeurs ? Alors non, pas encore, parce que justement, je suis dans la phase critique. Je ne sais pas du tout si c'est solide, je ne sais pas du tout si ça vaut le coup d'en faire un article. C'est ce qu'on va essayer de voir, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu peux répéter ta question ? Oui, la question, c'est qu'est-ce que la linguistique et les branches de linguistique peuvent apporter à la compréhension du jeu de rôle ? Donc, je ne suis pas du tout le premier à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui font de la sociologie, un peu de sociolinguistique, qui s'intéressent à différentes formes de médias. Il y a par exemple Vivien Féasson qui a fait tout un article sur la grammaire du jeu de rôle. En fait, c'est dans la continuité de ce genre d'approche d'essayer de dégager un petit peu une certaine forme de compréhension du jeu de rôle. Alors, quand tu parles ces outils. Du jeu de rôle, tu parles du média, tu parles de la partie. En fait, quand je parle du jeu de rôle, je parle des instanciations des parties que je connais. Voilà. Donc, c'est simplement quand je fais du jeu de rôle sur table, il y a des choses qui se passent et j'essaie d'analyser ces choses-là à la lumière de ces outils. Non, c'est plutôt compréhension des parties de jeu de rôle. Tout à fait, oui. Compréhension des parties de jeu de rôle. Ça, c'est important parce que. Oui, clairement. Ok, très bien. Donc l'idée, c'est que en linguistique, on peut comprendre une pratique discursive comme un texte. C'est-à-dire, quand vous lisez un livre, c'est un texte. Ça semble assez logique. Quand il y a un discours politique à la télé, c'est aussi un texte. Un texte fait de signes linguistiques, c'est effectivement ce qui est prononcé par les paroles, mais des signes qui sont extra- ou paralinguistiques, comme par exemple les mouvements des mains, mouvements des yeux. L'intonation est linguistique, mais d'un certain type particulier. C'est un texte aussi. Tout ça, c'est un texte. L'ensemble des articles de Wikipédia, c'est un texte, ou un corpus, on pourrait dire un corpus de texte. Et une partie de jeu de rôle, c'est aussi un texte pour moi, c'est-à-dire c'est une somme d'énoncés produits par des participants. Il y a des énoncés, il y a des gestes, il y a des regards, il y a des gens qui sont habillés de certaines manières, il y a tout un dispositif qui permet de produire ce texte. Et la question que je me pose, c'est à ce moment-là, comment se construit le sens de ce texte, qui est la partie de jeu de rôle. C'est là qu'on revient à la question herméneutique. Le sens pour les participants, si ce qu'on produisait dans la partie de jeu de rôle n'avait aucun sens, je ne pense qu'on ne jouerait pas. Comment on arrive à produire du sens ? Et en fait, cette question-là n'est pas du tout triviale, comme je m'en suis rendu compte en fait, en creusant vraiment la question. Alors juste un point, déjà pour préciser ça. Donc, ce que tu appelles le corpus du jeu de rôle, c'est pas uniquement ce qu'un magnétophone posé sur la table enregistrerait de la partie, qu'on s'entende bien. C'est pas l'ensemble des propositions énoncées par la bouche des participants. C'est aussi l'intégralité des mimiques qui sont faites par les participants et compagnie. Est-ce que ça comprend aussi les pensées ? Alors oui, mais d'une manière particulière. Oui, ça comprend aussi les pensées, mais est-ce que les pensées peuvent faire corpus ? C'est la question. Alors, oui, mais ça fait pas partie du texte. Mais ça fait partie de l'analyse, mais ça va jamais être l'objet de l'analyse, l'objet premier d'analyse. L'objet premier d'analyse, c'est ce qui est disponible à l'observation. Sensoriel. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est intéressant quand même parce c'est important. Clairement, du coup, quand tu dis, de mon point de vue, le texte, c'est une partie de jeu de rôle, c'est un peu faux, quoi. La partie de jeu de rôle est un texte. La partie de jeu de rôle est un texte, mais la partie de jeu de rôle ne se réduit pas au texte. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est pour ça que j'ai une approche possible, qui est une approche linguistique. Mais on pourrait avoir une approche cognitive, une approche... on met des électrodes dans les participants. Voilà, tout à fait, neurocognitive, etc.
Donc Ok. voilà, c'est une fenêtre possible. Donc toi, c'est linguistique. Ouais. D'accord. Et ce qui comprend également, encore une fois, je précise, linguistique ne veut pas dire uniquement ce qui passe par le langage, les mots, etc. En Ça fait, veut ça- aussi dire ce qui passe ouais. par les signes. Par les clins signes, d'œil, alors les signes un qui sont sourire. non exclusivement verbaux, mais il y a des signes non verbaux qu'on peut appeler des signes linguistiques. D'ailleurs, je vais en parler, le D comme un signe non verbal, par exemple. Donc ça, oui. je reviendrai dessus. Darky, tu avais une petite question? Non, en fait, j'imaginais une personne qui doit. Il y a une partie de jeu de rôle qui se passe dans une salle à côté de moi que je ne vois pas, et une partie retranscrit tout ce qui se dit, tout ce que font les personnages, tous leurs gestes. Tout. Là, ça, ce serait le texte. Ce sera une transcription du texte, en fait. C'est-à-dire que le texte, c'est effectivement la partie de jeu de rôle. Ok, La transcription du texte, avec ses limites, d'accord. en fait, de passer d'un texte à un autre. Ok. C'est de la translittéralité, si je... Voilà, bon, encore un mot. Ouais, Bon, mais voilà. c'est important d'avoir des mots et des. Ouais, mais ça, je concepts suis pour pas parler du tout des sûr de choses. celui-ci, donc... D'accord, autant ok. pas de- Ok, très bien. Alors, pour poser un petit peu les bases, je vais vous présenter la théorie la plus classique, à laquelle je ne souscris pas, de la manière dont se constitue le sens dans un texte. Donc souvent, on va différencier 3 éléments. On appelle ça le triangle sémiotique. Il y a les mots prononcés, les concepts associés à ces mots, et les choses auxquelles ces concepts se réfèrent. Donc ça, c'est une vision souvent qu'on a en communication, qu'on a de manière assez intuitive, où il y aurait des choses dans le monde. Ces choses, on peut les comprendre avec des concepts, et on peut parler de ces concepts, transférer des concepts de cerveau à cerveau avec le langage. Dans un tel système, le langage est très peu ambigu. Vraiment, quand je parle d'un objet dans le monde, quand je parle de la table, on peut penser que le mot table, celui que je prononce avec les phonèmes, le son que je produis, renvoie à un concept dans nos têtes qui est le même, et un objet matériel, et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça, c'est une façon de comprendre comment fonctionne le langage. Mais je pense que pour comprendre le jeu de rôle, il faut passer à quelque chose de plus complexe, de plus détaillé, qui comprend en fait quatre éléments. Que sont, alors là, concentrez-vous bien, j'espère qu'il y aura un schéma du podcast. Justement, je suis en train d'essayer de. Ouais. Alors, tu pourras me donner tes brouillons. Tout à fait, je vais donner les brouillons, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas accès au schéma, on va essayer d'être très clair. Donc en fait, là, on aurait quatre éléments. Le signe, c'est l'objet linguistique préférentiel avec deux faces qui sont comme les deux faces d'une même pièce. Donc le signe, dedans, il y a le signifiant et le signifié. Alors concentrez-vous. Le signifiant, c'est l'image acoustique qu'on produit quand on utilise le mot table. C'est vraiment ce qui se passe en termes acoustiques. C'est ce que j'enregistre là avec mes oscillations dans mon logiciel. C'est parfait. C'est exactement ça le signifiant. Du coup, c'est le bruit qu'on produit quand on prononce ce mot. Tout à fait. Donc dans un texte écrit, ça va être effectivement l'encre dessinée sur le papier, si vous voulez. Ça, c'est le signifiant. Le signifié, c'est ce à quoi renvoie le mot, mais dans le système linguistique. Donc c'est cette nuance qui est très très importante à comprendre, puisqu'il y a une différence entre le concept et le signifié. Donc l'autre partie de ces quatre axes, c'est le concept. Vous avez donc signifiant, signifié qui appartiennent au signe, et le concept. Alors je vais détailler ça juste après. Et vous avez enfin le référent. Le référent, c'est ce vers quoi pointe le concept dans le monde. C'est un petit peu plus moderne déjà comme approche. Un petit peu plus moderne, ouais, tout à fait. Ouais. Donc alors, je vais détailler ça pour être beaucoup plus clair. Donc je vous ai dit déjà, le signifiant, c'est les ondes sonores enregistrées. Le signifié, c'est la manière dont le langage prédécoupe finalement la structure de ce qui est dit. Alors, gros premier exemple. Ouais, je peux me donner un exemple. Vas-y, je t'en prie. Si on parle de table, qu'on est dans un contexte où on parle de mathématiques, vous entendez tout de suite des tables de multiplication. Si on parle de table dans un contexte d'antiquité, vous entendez tout de suite la table comme étant l'objet et compagnie. Donc même signifiant ne fait pas référence ici au même signifié. Attention, c'est très subtil. Alors ce que tu dis est vrai, je vais peut-être y revenir plus tard. Et pour bien comprendre en fait cette question de signifier, il faut se dire que le langage, donc la langue qu'on parle, le français ou l'anglais, découpe a priori par leur structure même, donc c'est un fait qui est purement linguistique et qui n'est pas cognitif ou conceptuel, découpe a priori en fait une structure possible de la réalité. Par exemple, en français, on a deux genres.
homme et femme. Et tout le français est articulé autour de ce genre homme-femme, féminin-masculin plutôt en fait. D'accord. Et donc en fait, il y a une structure a priori dans le langage, mais qui ne dépend pas des gens, qui dépend du langage lui-même. C'est un fait linguistique pur. Alors, est-ce que ce même Stéphane. fait, maintenant que tu parles de deux genres, c'est la même chose que ce qui se passe avec les différentes couleurs de neige vues des Inuits Exactement, qui ont plein de mots et qui, du coup, en fait, ce concept de couleur de la neige en ont plein. En fait, ils ont plein de... Le langage inuit dispose d'un découpage sémiotique très, très vaste de types de neige. Nous, on n'a qu'un seul mot pour en parler. Donc, en fait, dans le langage même qu'on utilise, et même si on pouvait penser des types de neige différents, n'empêche que si on utilise le français, on n'a qu'un seul signe, c'est le mot neige qui, lui, par défaut, et ça dépend pas de nous, ça dépend du langage, prédécoupe le réel pour nous, en fait, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier point. Ouais, Fabien dit parfois le langage pense à notre place. C'est un petit peu ça. Alors, il y a des conséquences en termes de comme on pense le réel, en termes... Bon, ça, on pourrait en parler très longuement. Je vais me concentrer sur le jeu de rôle pour le moment, mais... Je t'interromps parce que du coup, je comprends complètement la notion de structure imposée par le langage, mais du coup, c'est quoi la définition de signifier ? Tu vois, la définition de signifiant, c'est le bruit, c'est l'onde. La définition de signifier, c'est quoi ? C'est la manière ? C'est une... En fait, c'est une définition... Pardon. Vas-y. Bah, c'est juste l'image du signe, mais dans le système linguistique. Ouais, ce serait ça. C'est vraiment bien ce que tu dis. C'est le contexte de ta langue t'impose de comprendre une table comme étant... Alors attention, ça c'est au moment où on passe au concept. Mais dans la langue même, on pourrait, par exemple, imagine que tu as une langue que tu comprends pas du tout. Et ben il y a des éléments qui seront ce qu'on appelle en paradigme. C'est-à-dire tu peux remplacer un mot par un autre. Par exemple, la cuillère est bleue, la cuillère est rouge, la cuillère est verte. Et en fait, tous les termes de couleur sont en paradigme. Mais ça, tu peux voir cette structure-là sans même comprendre la langue. Donc en fait, quand tu vas voir un corpus, donc un texte, plusieurs textes, tu vas pouvoir voir quels sont les éléments qui peuvent être remplacés les uns par les autres, sans même comprendre ce qu'ils veulent dire a priori. C'est théoriquement possible. Okay. Alors, donc ouais, parce que en fait, le problème de mon exemple, c'est qu'il s'appuie sur un homonyme. Donc, c'est encore différent. C'est encore différent, voilà, c'est ça. C'est déjà une instance de... Alors, juste par exemple, imaginons par exemple qu'on ne sache pas ce que le Rubicon, par exemple, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est une couleur, par exemple. Il y a un peu plus de gens qui savent que c'est dans l'histoire le fleuve qui sépare Rome, etc. Et que César franchira pour montrer sa toute-puissance, n'est-ce pas ? Mais voilà, par exemple, si je te dis... et là, tu vois, on est en train de parler des couleurs de peau de quelqu'un ou de sa colère. Et je te dis, là, il était Rubicon. Il s'est mis en colère, il était Rubicon. Quoi. Mais quel Rubicon Tu vois, bon, bah, du coup, dans le mot Rubicon, il renvoie en fait dans ton système linguistique, là, grammaticalement, tu sais déjà qu'il s'agit d'un adjectif. Et donc, du coup, déjà, ça renvoie... Alors, pas forcément une couleur, mais... En tout cas, voilà. Ouais. Ça renvoie à un objet qui a cette place-là dans le système linguistique, donc toujours pas dans le système conceptuel. Par exemple, si vous prenez le spectre des couleurs, l'arc-en-ciel du visible en tout cas, l'arc-en-ciel du visible est un spectre continu. Le découpage, le prédécoupage effectué par la langue sur le spectre des couleurs est en fait complètement hérité par la langue avec laquelle vous parlez. Il y a certaines langues qui n'ont que 3, 4, 5 types de couleurs différents. Et en fait, la langue constitue a priori des concepts et de l'expérience du monde un système dans lequel vous avez des découpages de signifiés en fait. Voilà, c'est ça. Et finalement, ça c'est l'autre face des sons produits et de la structure acoustique du langage. Ouais. Du coup, juste pour être sûr de bien comprendre à ce niveau-là, c'est de l'ordre du signifié, de distinguer, d'identifier sans même connaître le concept derrière, de distinguer un adjectif, de distinguer un verbe, de distinguer un... C'est de l'ordre du signifié. En fait, c'est de l'ordre de la linguistique. En fait, la linguistique la plus classique ne va pas s'intéresser au concept sous-jacent auquel renvoie la langue. Elle va s'intéresser effectivement à ces catégories grammaticales, à ces catégories-là. Oui, tout à fait. C'est pour être sûr de bien comprendre et distinguer. Si tu veux, pour aller un petit peu plus loin, c'est un petit peu anecdotique, mais la relation entre les signifiés a plutôt tendance à constituer la sémantique. La relation entre signifiants, c'est plutôt la morphophonologie, c'est vraiment comment est-ce qu'on construit les sons. Il y a certains sons qu'on a du mal à produire pour des questions articulatoires. Ça, c'est vraiment comment les signifiants sont en relation. Et la relation entre signifié et signifiant, c'est plutôt les questions de syntaxe, les questions de lexique, ce genre de choses. Bon, ça, c'est un détail, c'est pas important. Juste pour, Qu'est-ce que c'est profond quand même.
Le niveau de détail et de grain. Oui, bah là on peut y aller. Enfin, on peut encore continuer très longtemps, mais bon, c'est pas forcément pertinent pour après notre question. Très bien. Plus en détail. Donc là, vous avez, j'imagine en tête, cette différence entre signifiant et signifié, qui sont l'intégration des deux, c'est le signe, et le signe, c'est un fait linguistique. D'abord, donc là, il faut que je cite quand même les travaux de François Rastier sur lesquels je m'appuie. Si ça vous intéresse, je mettrai peut-être un article assez corsé, certes, mais très très enrichissant en lien. Et ce à quoi renvoient les signifiés après interprétation, ce sont les concepts. Donc en fait, quand on parle de Rubicon, pour comprendre, pour donner du sens à une phrase dans laquelle apparaîtrait ce terme, il y a un travail d'interprétation. Pour transformer ce fait linguistique en fait cognitif, en fait conceptuel dans le cerveau des locuteurs. Et enfin, on peut éventuellement passer du lien entre concept et référent, c'est-à-dire à quoi renvoie ce qu'il y a dans la tête des gens dans le monde réel, quoi. Et ça, c'est plutôt une question de psychologie cognitive, d'après François Rastier. C'est, finalement, dans ma tête, je pense le monde d'une certaine manière. Comment le monde est-il décrit, par exemple, par la science? Quel est le lien entre les deux? C'est une question de psychologie, plus vraiment une question linguistique, en fait. Et le lien entre concept et signifié, c'est plutôt une question de psychologie linguistique ou de psycholinguistique. Bref, tout ça pour dire qu'il y a ces 4 objets que je découpe pour essayer de voir quelles sont les relations entre ces objets et comment ils s'articulent pendant une partie de jeu de rôle. Alors, je dois dire à ce moment-là, tout de suite, que le référent, donc ce qu'on dénote dans la réalité, une table, les couleurs, ce que j'appelle le référent, en fait, dans une partie de jeu de rôle, ça n'intervient jamais. Il n'y a quasiment jamais de référent dans une partie de jeu de rôle sur table. Donc c'est pas vrai totalement dans une partie de GN, puisqu'il y a une certaine corporalité. Dans une partie de jeu de rôle, alors ça c'est plus ou moins vrai, mais je simplifie pour commencer. Pourquoi? Alors là, il faut que tu m'expliques, parce que j'ai l'impression que le dé, par exemple, je lance le dé, il y a un référent, c'est le dé qui est sur la table quand même, on le voit directement. Ouais, tout à fait. Donc on peut Jérémy, parler. t'avais la même question. Ou quand on veut parler d'une couleur, on va pointer du doigt le t-shirt d'un joueur en disant. Donc ça, c'est effectivement l'utilisation d'un référent. Pour rare, se mettre d'accord. Ça arrive, où on se lève, mais c'est pas essentiel au jeu de rôle, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. On peut complètement faire beaucoup de parties de jeu de rôle sans jamais avoir de référent. Voilà, référer à quelque chose du réel. C'est pour ça qu'on parle de fiction, en fait, souvent. Parce que quand le référent, c'est forcément vers quelque chose du réel. Oui, tout à fait. Le référent, d'après François Rastier, c'est vraiment un objet ontologique, si tu veux. C'est quelque chose profondément ancré dans la réalité. C'est un objet réel. Voilà. Par exemple, la philosophie, d'après François Rastier, la philosophie analytique s'intéresse au lien entre le signe et le référent, sans passer par le concept. C'est-à-dire, c'est quoi le lien entre la structure du monde et la structure des signes linguistiques. On peut comprendre ça comme ça. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je suis un peu triste. Le dragon est un concept dénué de référents. Peut-être que. Mais au final. Alors avec un référent un peu inconnu. Alors attends, c'est pas parce que. Il y a les dinosaures quand même, Stéphane, s'il te plaît. Ok, il y a les dinosaures. Allez, il y a les dinosaures. Tout à fait. Mon petit cœur était brisé. Bon. Le serpent à plumes des Aztèques, c'était peut-être un dinosaure. Hein. Exactement. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de référent ici et maintenant sur lequel qu'on peut pointer, qu'on peut complètement dénoter directement, que on ne pourrait pas dénoter à l'extérieur de la partie de jeu de rôle quelque chose avec le même nom ou conceptuellement qu'on raccroche à la même chose. Par exemple, si on fait une partie de jeu de rôle qui se déroule à Paris, New York, ou New York ou à Paris, et qu'on parle de la Tour Eiffel, en fait, l'idée c'est qu'au moment de la partie de jeu de rôle, on va pas dénoter un référent qui est la Tour Eiffel dans la réalité, mais on va dénoter la Tour Eiffel dans la discussion qu'on se crée et dans ce monde construit uniquement par le langage. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est assez spécial parce qu'il y a même en dehors d'une partie de jeu de rôle, il y a énormément de termes pour lesquels il n'y a aucun référent. Pour déterminer si j'utilise le mot, si je parle du temps, est-ce qu'il y a un référent pour le concept? C'est une question compliquée, je ne sais pas. La temporalité est une question très compliquée. Non, mais même trop philosophique là, dehors. Ouais, voilà. Non, mais c'est la question. Est-ce que le référent du coup est quelque chose qui est dans pour plein de termes mais pas présent dès qu'ils sont très conceptuels ou très la démocratie, le bonheur, l'amour. Alors je peux si vous voulez évacuer cette question-là très simplement. Je peux vous dire finalement dans un texte, quand vous prenez un livre, que les choses dénotent un référent qui existe dans le monde ou pas, le texte peut construire du sens quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que finalement le texte ne fait que construire des impressions référentielles. Impressions référentielles qui vont peut-être
être en lien avec des référents dans la réalité, mais finalement tout texte ne dénote que, ne produit finalement chez le lecteur, par exemple si c'est un livre, que des impressions référentielles. Tu veux dire que Cthulhu, il n'existe pas ? Il peut ne pas exister, ou il peut exister, mais n'empêche que l'impression référentielle produite par une partie de jeu de rôle, elle a bien une présence pour les locuteurs, les participants de cette partie de jeu de rôle. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça va ? Ouais, ça va pas mal. J'essaye de faire les liens, tu sais, avec les pensées frégéennes du langage et tout ça pour te suivre. C'est assez pas mal, hein. Différent des pensées frégéennes. Ça, on peut les... Pour l'instant, je suis pas perdu. Hein. Ouais, ok, très bien. Si vous n'êtes pas perdu, c'est très bien. Mais Antoine ? Impression référentielle ou illusion référentielle ? Illusion de référent ? Comme tu veux. Ah, c'est intéressant ta question. J'aime bien l'idée que qu'en jeu de rôle, on se forge des images de choses pour lesquelles on a des référents, et parfois on va prendre des choses qui ont des références, des couleurs, des tas de trucs, et on les mixe avec des choses qui n'ont pas de référence pour donner une illusion de réalité à tout ça. En fait, le texte te produit finalement une impression référentielle, et en fait, pour moi, par exemple, quand on parle de jeux, on pourrait dire réalistes ou contemporains, des jeux qui se déroulent en tout cas dans ce qu'on imagine être la réalité, en fait ça change rien d'un jeu qui se déroulerait dans un univers qu'on dit médiéval fantastique ou autre. Yep. L'idée c'est qu'on construit des impressions référentielles qui peut-être pour nous vont à un moment donné dénoter, vont être reliées à des références qui pour nous existent dans le monde, mais en même temps ça change pas grand-chose. Stéphane ? Tant que j'ai des impressions référentielles, je suis dans un état de suspension d'incrédulité par exemple. Je suis en train de regarder un film et je me mets à voir de quoi. Pas forcément, parce qu'on peut parler tous les deux ensemble de certains personnages historiques qu'on n'a jamais rencontrés. Et pourtant, t'es pas en train de suspendre. Si je te parle de Napoléon, on n'a que des impressions référentielles de Napoléon. Et d'autant plus avec notre histoire très particulière en France. Autour de Napoléon, en fait, tu vois ce que je veux dire, on a un peu un espèce de culte du personnage historique. Tu vois. Donc là, il n'y a pas de... Alors en réalité, pour moi, là, il y a un premier choc, c'est qu'en fait, dans tous les termes qu'on utilise et dans toutes les conversations qu'on a, c'est quand même assez rare qu'un terme ait un référent. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait, l'usage du référent, vraiment, souvent, c'est pour... Il y a un usage dans la réalité du truc. Passe-moi le sel. Ouais, j'attends de toi que dans la réalité, tu modifies un paramètre de la réalité, etc. C'est que quand on est au niveau physique ou corporel. Quoi. C'est là que... Sauf que, en fait, le langage, l'utilisation du langage est fondée sur une croyance, c'est qu'on va arriver à dénoter des référents, en fait, dans la réalité. Mais qu'on ait cette croyance ou pas, ça change rien aux questions pragmatiques du langage. C'est-à-dire, quand je te dis passe-moi le sel, quand dans ce que je comprends, ce que je vois de la réalité, effectivement, ça arrive, ce qui se passe, que je prévoyais arrive grâce au langage, et je suis finalement satisfait. Et la question de la nature propre de la réalité est finalement pas si importante que ça, en fait. Mais bon, là, Non, mais la question, c'est est-ce qu'il faut aller voir le référent ou pas pour comprendre la proposition ? Je ne pense pas. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup... sinon, le jeu de rôle ne marcherait pas. Voilà, exactement. Sinon, le jeu de rôle ne marche pas, ouais. Ok. Alors, je peux continuer. Hein. On a plein de trucs à dire. Alors, par exemple, il y a des... Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu de rôle est une production de signes. Quand on discute autour d'une partie de jeu de rôle, on va produire des signes dans une langue particulière, avec des signifiants, des signifiés, qui vont envoyer des concepts, qui vont produire des impressions référentielles chez les participants. Mais il y a un point qui est crucial, c'est que au moment de la production des impressions référentielles, il y a eu quelque chose qui est souvent passé sous le tapis et qui m'intéresse bien en particulier ici, pour ça que je parle d'herméneutique, c'est la phase d'interprétation. Donc quand je produis une proposition, par exemple le dragon décolle et va sur la montagne solitaire, chaque participant va déjà entendre cet objet acoustique, va l'analyser par rapport à ses connaissances de la langue, c'est-à-dire comment la langue découpe les signifiés, puis interpréter ce découpage et produire une image référentielle. Toute cette étape-là peut être différente chez tous les participants d'une partie de jeu de rôle. Et l'interprétation et l'image référentielle qu'on produit peut être complètement différente et en général très différente chez tous les participants d'une partie de jeu de rôle. Ouais. Et la question, c'est de savoir à quel point la polysémie, c'est-à-dire la façon dont les signifiés découpent le réel et à quoi ils renvoient pour chacun des participants, à quel point ces différences-là
ne sont pas trop importantes pour qu'on puisse quand même arriver à jouer. Alors je vais expliquer ça dans la suite. Donc le texte de la partie est complètement interprété par les participants et permet à chacun d'éventuellement construire des impressions référentielles. On n'a pas du tout en jeu de rôle de confrontation avec la réalité. On ne peut pas pointer le dragon en disant bah, tu vois ce dragon là quoi. En fait on n'a que le langage. Tu viens de le faire pour tenter. Oui. Voilà, j'ai quand même pointé du doigt, mais. Oui, mais tu peux quand même avoir des références de l'ordre. Non, mais attends, le dragon, il a que 20 classes d'armure. Me dis pas qu'il me bat sur ce coup-là. Très intéressant. Donc là, tu peux quand même avoir une espèce on connaît beaucoup ça, le retour à la réalité en disant mais non, là c'est pas possible, tu peux pas sauter une telle distance. Oui, alors en fait, ça je vais en parler. Ça va être une des conséquences de ce que je dis, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on construit pas un autre langage, un langage formel qui nous permet de pallier aux problèmes d'interprétation qui sont propres au langage naturel. Donc ce que j'appelle le langage naturel, c'est le langage que j'utilise là maintenant, c'est le langage de tous les jours. Quand après on constitue un autre langage un peu plus formel, ben, on décrit des règles linguistiques différentes. Par exemple, les histoires de classes d'armure, les chiffres, l'utilisation des chiffres, c'est tout un langage formel, je vous apprends rien. Quand on a un plateau de jeu, comme un jeu d'échecs, le plateau de jeu est un langage formel. On pourrait jouer aux échecs uniquement avec le langage. Je déplace mon pion D5 en D6, etc., etc. C'est pas on pourrait, ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà, tout à fait. Mais donc là, tu anticipes déjà sur l'usage d'un langage formel comme une manière de pallier aux problèmes d'interprétation posés par le langage naturel lui-même. Voilà l'idée. Alors j'avais quelques notes supplémentaires. Alors, moi, pendant ce temps-là, j'ai une petite question à vous poser. Tout à l'heure, Valentin nous a dit qu'on produisait des signes. Est-ce que cette intuition en jeu de rôle est commune autour de la table ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on produit des signes quand on fait du jeu de rôle ? Que l'activité, un des principaux ressorts de l'activité, c'est de produire des signes. Ça vous choque pas comme non, moi ça me semble... Okay. C'est la communication et un... Même au-delà des signes linguistiques, tout ce qui est ce qui me dérange, réagir et ce qui me dérange en termes de produire des signes, tel qu'il est employé là, j'ai l'impression que c'est conscient. Dans l'aspect de la production, il y a un côté... T'entends production en termes finalité ou en termes... par accident, on produit des signes pour arriver justement, à faire du jeu de rôle. C'est ça la question. Et moi, je l'entends par accident, signes, tu vois. Bien sûr, vu qu'on parle, on produit des signes, on produit tout un langage. Donc pour toi, c'est par accident. Oui, je pense pas que ce soit le propos du jeu de rôle de produire des signes. D'accord, voilà. Donc c'est intéressant pour. À moins que j'ai mal interprété. Bah non, mais justement, moi je pense que les deux interprétations sont possibles. En fait, moi j'ai plutôt une posture descriptive. Là, je vois que dans des parties de jeu de rôle, il y a des productions de signes. Voilà, il y a des signes produits. Il y a des signes produits. Voilà. Après, l'idée c'est pas que les acteurs, que les joueurs, que les participants produisent des signes. Des signes sont produits, voilà. Des signes sont produits. Voilà, je sais pas, moi, c'est pas la finalité, mais c'est un moyen quand même. Sinon, tu peux juste. L'idée, c'est que moi, je reste au niveau linguistique, donc je vais pas essayer de me projeter dans la finalité Alors, on pourrait le faire. J'ai vu juste un point. J'ai vu un nombre de parties considérable influencé grandement par des signes qui n'étaient pas effectués par des participants, à savoir des bruits de porte qui claquent, des bruits dehors dans la nature, etc., etc. Et ici, à la Baronnie, je vous laisse imaginer les parties de Cthulhu quand il y a une porte qui claque ou je sais pas quoi. Je peux vous jurer que ça va influencer grandement le contenu fictionnel malléable de la je suis d'accord, mais je trouve pas. J'ai eu Maxime une fois qui témoignait justement dans un podcast, il me semble que c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, sur Innommable ou je sais pas quoi, à un moment donné, une porte qui claque dans la maison et voilà. Et c'est un signe qui est produit par aucun participant. Et là, du coup, ça fait partie du corpus de la partie ou pas ? Je crois que ce qu'essaie de dire Valentin, c'est que c'est pas son sujet de savoir si ça influe ou pas le cours de la partie. En tant que scientifique, il arrive, il y a un corpus de texte, effectivement, ça produit des signes, basta, quoi. C'est ton objet d'étude. Très bien. Ma question est-ce qu'il inclut le bruit de la porte qui claque dans le corpus, ou pas ? Ah oui, complètement. C'est un signe produit, je veux dire, c'est sur la transcription, c'est dans le texte, quoi. Très bien. Mais le seul point que moi je voulais ajouter, c'est que je trouve pas non plus que tous les signes produits sont accidentels ou involontaire, il y a les deux en fait. Il y a les deux. Non, il y a les deux. Parce qu'à un moment donné, vous disiez que non, c'était plutôt accidentel ou inconscient. Non, il y a les deux, mais c'est à clarifier. Il y a les deux, mais voilà. C'est à clarifier pour moi. Et à la limite, moi j'aurais tendance à dire qu'importe pour moi en fait. L'idée c'est, il y a des signes qui peuvent être volontaires ou accidentels ou inconsciemment produits. Est-ce que l'inconscient est volontaire ou pas volontaire ? Tout ça, c'est pas ma grille d'analyse. C'est trop compliqué pour moi pour l'instant. C'est juste que pendant que tu cherchais dans tes notes, je me disais que c'était un bon petit débat à avoir entre nous. Donc du coup,
il y a ce problème-là qui est qu'on n'a absolument aucun référent, on ne fait que utiliser des signes pour dénoter des choses et produire des impressions référentielles. Donc en fait, toutes les questions d'interprétation sont au cœur de ce qui peut poser problème dans le jeu de rôle. Les différences d'interprétation peuvent amener clairement à se dire mais attends, on ne parle pas du tout de la même chose, et à comprendre bien plus tard que en fait on ne parlait pas du tout de la même chose, on n'imaginait pas du tout la situation de la même manière. Ouais. Et j'ai essayé de vous expliquer comment est-ce que le jeu de rôle résout ce problème en fait, qui est au cœur même du jeu de rôle. Alors ça me passionne. Hein. Voilà, ouais, si tu arrives à me... alors... Fais-moi rêver là. Ouais. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le système de jeu... Alors le texte, alors celui-ci, c'est le livre de jeu, hein, comme texte, construit déjà un langage qui, avec un ensemble de signes, découpe des signifiants et des signifiés. Quand vous avez des caractéristiques et des compétences, par exemple, les caractéristiques et les compétences prédécoupent le réel qui définit les personnages. Premier point. Ça, c'est une manière déjà de comprendre comment est-ce que on dispose, on découpe la réalité de ce que sont les personnages. Une première possibilité. Est-ce que ces caractéristiques et compétences font pour toi partie de ce langage formel qui implique nos interprétations ? En fait, ça construit un autre langage que le langage naturel. Ouais. Ça s'appuie sur le langage naturel. Ouais. Après, la formalisation, c'est aussi une question de savoir à quel point est-ce que ce langage est clos, en fait, est autosuffisant. Du coup, trouver objet caché se met à avoir une signification particulière. Voilà, c'est ça. Et du coup, là-dessus, trouver objet et caché sont des mots d'un langage naturel. Trouver objet caché est au niveau dessus, ce que tu appelles... ouais, c'est ça. Comment dire, ce à quoi ça renvoie, quoi, le signifié, est construit par le livre de jeu, en fait. On va te dire, bah voilà, équitation, ça sert à ça. Oui. Etc. Bon, il y a toujours une phase d'interprétation, hein, ça change pas. Okay. Mais en tout cas, ça découpe le réel déjà d'une certaine manière. Bon, ça, c'est pas un point qui est critique. Un autre point qui est particulièrement critique, c'est que le genre narratif auquel on va se référer permet de se projeter vers une grille d'interprétation particulière. Ouais. Souvent, quand on définit un jeu de rôle assez traditionnel, on va se rendre compte que ce qui revient en premier, c'est le genre narratif auquel il renvoie. C'est un jeu plutôt médiéval fantastique, c'est un jeu plutôt Cthulhu, années 20, c'est un jeu plutôt policier, etc., etc. Le Grog range ses jeux par genre. Alors là, je voudrais rendre hommage à la fille de Globo. La fille de Globo m'a fait une relecture de Vademecum. Première version de Vademecum, et il n'y avait pas, en fait, effectivement, il n'y avait pas qui étaient les personnages principaux, et le fait que ce soit un jeu contemporain, etc. Elle m'a dit, je n'ai rien compris. Jusqu'à ce qu'à un moment donné les personnages soient décrits et que je sache. Ça veut dire que là j'ai une expérience qui va complètement dans ton sens. Quand la fille de Globo a lu le texte, elle m'a dit je n'ai rien compris tant que je ne savais pas, ce qui est incroyable, alors que pourtant voilà, c'est des mots qu'on emploie. Je peux vous jurer que le texte, une fois qu'on a l'univers en fait du jeu, il est parfaitement compréhensible, mais sans l'univers. Donc ça montre, là j'ai une expérience concrète. Ouais, en fait, ce que je pense qu'il lui manquait, c'était un cadre interprétatif, c'est-à-dire comment est-ce que je vais interpréter l'ensemble des signes qui vont m'être présentés. C'est ça. Donc on sait déjà quand on joue à Star Wars, si on a effectivement la culture liée, et donc le langage lié à Star Wars, ce qui est un Wookiee, ce qui est un Jedi, la Force, etc., etc. Maintenant, je comprends pourquoi son retour était pertinent. Un Wookiee, ouais, bien sûr, tu définis les objets. Ouais. Pardon, Stéphane ? Oui, ça me rappelle aussi un autre retour qui était fait par Jérôme Larrey, il me semble, dans les micros de la cellule, sur les playtests. Quelque chose que j'ai, moi, beaucoup écouté. C'est de dire que quand on veut faire tester un jeu, il faut dire que le jeu est son propre genre. Pour pas pour pas influencer la partie et la mettre en fait dans un canon qui ne serait pas celle que veut proposer le jeu. Après il y a des jeux de genre aussi. Donc, oui, mais justement pour ne pas, en fait on risque comme ça de dérailler, de penser d'autres sens au mot parce qu'on pense reconnaître un genre et du coup on va utiliser des signifiés, on va relier des concepts qui sont liés au genre qu'on pense vouloir reconnaître. Et si on se trompe là-dessus, on risque d'avoir du mal à jouer le jeu. Ouais. Et alors donc ton explication, Valentin, là-dessus ?
Alors, comme quoi il faudrait ne pas citer le genre du jeu, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, pardon, c'est pourquoi est-ce que tu penses que justement, excuse-moi, je sais pas si on s'est bien compris, Stéphane, mais pourquoi est-ce que tu penses que justement on a besoin de ce cadre en fait pour comprendre les signes dans ce contexte? Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à construire des impressions référentielles à partir de signes qui sont en fait des objets a priori pauvres si on n'a pas de cadre interprétatif. À la limite, si on dit on est dans un jeu contemporain qui renvoie au monde réel, mais il faut déjà le dire, c'est déjà un genre narratif possible. Mais tout ce que tu n'es pas en train de dire là, dit de façon profane et très simple, c'est en gros les termes n'ont aucun sens sans leur contexte. Oui, c'est ça. Mais alors après, dire ça, c'est une chose. Expliquer pourquoi les mots n'ont pas de sens sans un contexte. Oui, mais le contexte lequel? C'est le genre en fait. Le genre, c'est ce qui va donner ce contexte-là, notamment pour une partie de jeu de rôle. D'accord, vas-y, alors développe. Le genre, ça peut être, par exemple, dans un discours politique, pour comprendre en fait le sens de ce discours-là, il faut comprendre que ce discours est un discours politique. C'est un certain genre qui a certains codes et que les mots prononcés constituent des signes qui envoient à des concepts très précis. C'est pas un hasard si certains mots sont employés à certains moments, et comprendre et interpréter un discours politique nécessite de bien comprendre le genre auquel il est rattaché. Ça, c'est quelque chose de très clair, quoi. Comprendre un texte, alors toi tu dis décorréler du contexte, voilà, c'est exactement la même chose, mais le contexte en fait regroupe plus que le genre en fait. Le contexte c'est aussi par qui il est produit, dans quelle situation, ce genre de choses-là. Mais donc notamment pour une partie de jeu de rôle, le genre narratif, pour des parties de jeu de rôle classiques je pense, est primordial. Alors on peut avoir un cadre interprétatif sans présupposer d'un genre narratif, mais en tout cas le genre narratif est très très utile, c'est très pratique, parce qu'en fait il constitue un champ de références communes qui nous permettent d'avoir une interprétation commune du langage qu'on utilise. Et là, patatras, on retombe sur la thèse d'Olivier Caïra dans les Tout à fait, exactement. Ouais. Donc c'est une autre façon de proposer la thèse. On peut la rappeler, la thèse peut-être. Donc c'est l'idée que le jeu de rôle, en tant que média, ne peut se constituer qu'à partir du moment où un grand nombre de personnes, en gros la culture populaire existe et un grand nombre de personnes ont accès à des canons esthétiques très différents et partagent en fait des canons esthétiques en commun et peuvent les mettre en commun. Donc le jeu de rôle n'aurait pas pu être créé dans une société dans laquelle il n'y aurait pas justement des médias de masse finalement comme le cinéma et compagnie. Du coup, si j'essaie de retraduire avec tes mots, ça veut dire que la connaissance de ces genres nous permet de maîtriser un langage formel qui va nous aider à interpréter des concepts. Pas formel, pas un langage formel, c'est un langage, c'est une grille d'interprétation possible du langage. Pourquoi formel? Pourquoi tu rajoutes formel? C'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu as voulu rajouter formel dans cette phrase, Stéphane? Non, parce que j'ai l'impression... Oui, moi aussi. Alors attends, parce que chasseur-ti, pour moi, ça veut dire quelque chose une fois qu'on les remet ensemble. Même le mot chasseur, dans un chasseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui chasse. Oui, mais dans le genre space opera, un chasseur, c'est complètement autre chose. Oui, mais moi, langage formel, il y a plus ou moins, il y a des différences de formalisation. Un langage très formalisé, moi je le définis, on peut faire différemment, mais je le définis comme un langage qui ne souffre aucune interprétation. Voilà, tout à fait. Donc, le chasseur-ti, en fait, ça peut être interprété parce que quel modèle Modèle Corelli à double action. Mais est-ce qu'il vient de sortir de l'usine mais en fait, c'est pas possible. Mais attends, il est peint avec du jaune, mais etc., etc. Donc en fait, c'est pas du langage formel puisqu'il souffre d'une très large interprétation. Un langage formel, ça pourrait être celui des échecs, par exemple. C'est un système clos dans lequel un pion est défini en interne des règles du système. Tout à fait. Donc c'est pour ça, pour moi, ça c'est plutôt un langage formel dans le cadre de cette discussion. En fait, le terme formel au sens où il l'entendait là, c'était plus de l'ordre du langage ordinaire, pas dans le contexte de la philosophie analytique ou de la linguistique. Mais je vois bien, c'est-à-dire une forme en commun. Enfin, il y a un côté. Moi aussi, j'aurais employé ce terme, mais effectivement pas au sens de la logique formelle ou du langage formel. Mais tu vois que, en fait, tant qu'on n'a pas de genre, les mots n'ont pas de forme. C'est-à-dire, il y a un côté. Tu vois, on ne peut pas les interpréter. On ne sait pas comment les utiliser pour construire le mur. On ne sait pas où ils vont pour construire le truc. Mais oui, c'était une image peut-être. Stéphane. Si j'essaie de sursimplifier ce truc-là et de dire sans doute des grosses bêtises, le genre, ça ressemble un peu au fluff. Et puis le langage formel de la base, ça ressemble un peu aux règles. Ouais, alors ça dépend. Il faut regarder chaque livre de base pour bien comprendre comment ça s'articule. Mais il y a beaucoup de ça. Alors, certaines règles ne sont pas formelles.
Il y a voilà, des points. C'est ça qui me dérange. Ouais, J'allais te demander ça. Ouais. Tout à fait. Le fameux exemple de Jérôme Larrey avec les Amazones qui n'ont pas de sein, tu vois, jusqu'où est-ce que c'est pas essentiel aux Amazones de ne pas en avoir. Enfin, je crois que c'est Jérôme Larrey qui prend cet exemple en disant que voilà, l'univers est le système. L'idée, c'est une partie de l'univers est une règle aussi, et donc du coup, c'est difficile de dire ça appartient au genre, ça appartient aux règles formelles. Jusqu'où est-ce que, par exemple, dans j'avais cité un exemple de sens, mais jusqu'où dans le sens, par exemple, c'est pas une règle que le bug n'ait pas d'ombre. Imagine un bug avec une ombre. Ça n'a pas de sens. Enfin, du coup, c'est, enfin, ça. Et du coup, moi, pourtant, ça fait partie de l'univers, mais non. Je ne fais pas vraiment de différence dans ce framework-là entre la mécanique et l'univers. Voilà, en fait, je n'arrive pas à faire différence parce que je pense que cette différence, elle est très cognitive, quoi. Par contre, l'exemple de Stéphane permet de comprendre, je pense, en un sens où on veut aller. Enfin, c'est ça. Le problème, c'est que. Parce que là, je vais donner l'exemple du dé. Le dé, en fait, pour moi, c'est un signe qui est non verbal. Valentin. C'est-à-dire que quand vous prenez les faces du dé, quand vous avez déterminé que je veux grimper au mur et que pour y arriver, il faut que je dépasse la difficulté de 15, je jette mon dé à 20 faces. Ce qui est du domaine formel, c'est le lien entre la face du dé et le chiffre 15. Ça, c'est du registre formel. Mais en fait, une fois que le dé est lancé, quand je vois apparaître le signe 17, donc le dé, c'est l'objet en... Donc qu'est-ce que le signifiant Ça devient une réussite. Alors le signifiant, c'est l'objet en plastique avec des chiffres dessinés dessus. Voilà. Le signifié, c'est finalement comment les faces découpent les possibilités. Et en fait, 16, 17, 18, 19, 20 sont des réussites. Ça renvoie à une réussite. Ça découpe comme ça en fait le réel. Donc l'idée, c'est que ce qui est formel ici, c'est le lien entre le chiffre 15 et chacun des signifiés que renvoie le dé. Et après, il faut une interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que réussir un jet d'escalade, quoi. Ouais. En fait, j'arrive à m'envoler en petite foulée sur le mur, ou tu grimpes, c'est dur, tu t'écorches les bras, etc. Ouais, il faut quand même interpréter, quoi. Et donc cette phase d'interprétation, qui est constitutive du jeu de rôle et du langage, n'est pas permise par le système formel, quoi, en lui-même. Le système formel va simplement déterminer le lien entre le chiffre 15, déterminé par la difficulté, et le résultat du dé. Mais va être plus permise par le genre dans lequel tu vas être complètement héroïque et grandir, ou alors dans lequel tu vas en chier. Exactement, tout à fait. C'est le genre qui permet l'interprétation. Donc là maintenant, Jérémy, tu avais j'ai d'autres questions. Ouais. Non, ok. Super. Je suis religieusement le truc, tu prends des notes. Mais n'hésitez pas à intervenir surtout, faut que tout soit très clair. Alors, à ce niveau-là... J'avoue que là, le coup du dé, j'ai eu du mal à suivre le truc des signifiants, de signifier. Ouais, pourtant c'est un bon exemple, je trouve. Ouais. Ça me fait me dire que donc, la réussite, c'est jamais défini et c'est le genre qui te permet un petit peu de cibler ce que c'est. Un exemple, je me demande si c'est pas un exemple encore plus flagrant, c'est une réussite critique, c'est quasiment jamais défini vraiment ce que c'est. Et c'est vraiment suivant le genre que tu vas te dire, ouais, dans du médiéval fantastique, tu surréussis ton sort. Ouais. Dans un roman noir, ça va être un petit peu plus différent, tu as juste plus d'infos, etc. Cet aspect-là, j'ai compris. C'est pas ça qui me pose problème dans la démonstration de Valentin, c'est plus l'aspect. Le signifiant, c'est le dé. Le signifiant, c'est pas le référent. Non. Le signifiant, c'est-à-dire, en fait, c'est lui qui produit le signe. Alors le signe, c'est le dé, mais avec, c'est comme une face, c'est comme les deux. Alors le signifiant et le signifié, c'est deux faces d'une même pièce. Ouais, je me souviens. Donc le dé, en fait, l'objet en plastique, vraiment ce truc-là qu'on jette, c'est pas. Alors on peut parler du dé. Si je parle du dé, le référent c'est le dé, mais en fait c'est pas ça. On n'utilise pas le dé comme l'objet. Parce qu'on peut très bien utiliser un dé qui ne soit pas en plastique. L'idée c'est si tu prends un Gugus que tu as entraîné à répondre oui ou non une fois sur deux. Tu le sors de la boîte au moment où tu fais un test et là il dit non. Okay. Là, en fait, il produit un signe linguistique, tout ce que tu veux. En fait, le dé, c'est comme un Gugus qu'on a mis dans une boîte, mais vu qu'on n'est pas des monstres, en fait, on a inventé un artefact qui est super sophistiqué, qui nous permet de produire un signe discrétisé, donc avec une certaine nombre de faces, et aléatoire. Donc, c'est une production linguistique aléatoire. Pour le coup, en fait, je pense que le signifiant, c'est le dé posé de manière à exhiber le 17 sur le haut. Exactement. Et lorsque tu as un dé posé de manière à exhiber le 17 sur le haut, ça c'est le signifiant, et le signifié c'est 17.
C'est 17, voilà, c'est ça. Ça découple la réalité. 17 dans le contexte du fait que un 15, 15 16, 17, 18, exactement. 20 soit une réussite. 19, 20. Par exemple, c'est très intéressant. Je peux dire le rose, le rose. Oh, dis donc. Ouais. Jeu de rôle ou jeu de rôle ? Jeu de rôle. Ah d'accord, on va dire. Non, je suis pour toutes les nuances de rôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a deux façons différentes de produire un signifiant. C'est deux signifiants différents, puisqu'il y a deux façons de le rose. Voilà ça. Mais en fait, les signifiés sont les mêmes. On découpe de la même manière, finalement. Le langage découpe de la même manière. Non, moi, quand Adrien Cahuzac me parle de jeu de rôle, non. Alors, ça dépend, voilà, ta grille, ça dépend de la langue que tu parles. C'est un excellent exemple. Et donc, en fait, le dé, finalement, effectivement, il y a plein de façons de découper réussite-échec. En fait, 1, 2, 3, 4, tout ça, c'est équivalent. C'est comme si je prononçais de manière différente la même chose. Ouais. Mais comment est-ce que ça, effectivement, peut découper les situations ? C'est parce que le signifié, c'est tout ce qui est en dessous de 15 et tout ce qui est au-dessus de 15. Mais où est-ce que tu veux en venir ? Alors, ça, c'était juste pour vous dire que, globalement, on peut considérer le dé comme un signe non verbal. C'était un exemple pour illustrer tout ça. Où je veux en venir, c'est que ma thèse, ce que je crois, c'est que l'étape d'interprétation est nécessaire pour construire des images, des impressions référentielles. C'est-à-dire que si on formalise trop, pour être plus clair, on va éliminer l'étape d'interprétation. Et éliminer l'étape d'interprétation, c'est ne plus autoriser d'impression référentielle par rapport dans une pathologie. Donc j'ai expliqué tout ça. C'est beaucoup plus clair. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense que le gameplay d'une partie de jeu de rôle, le gameplay linguistique d'une partie de jeu de rôle, c'est la manière d'articuler ces éléments que j'ai appelés signifiant, signifié, concept. Et la manière dont ça peut produire des images référentielles. Donc en fait, il y a un gameplay sous-jacent au jeu de rôle, dont on ne parle jamais, dont je veux parler ici, qui est, donc je vais encore une fois détailler ça, qui est la manière d'articuler ces éléments entre eux. Alors, premier exemple. Si je prends le jeu de rôle classique, défini comme, un peu informellement, un MJ, des joueurs, un scénario, le MJ qui a la responsabilité sur tout l'univers sauf les personnages et les joueurs qui ont la responsabilité sur ces personnages-là. En fait, l'idée c'est que se pose le problème constitutif du jeu de rôle dont je vous ai parlé, c'est que le langage est flou et qu'il faut l'interpréter pour donner du sens aux énoncés qui sont produits. Dans ce type de dispositif-là, c'est le meneur de jeu qui a la responsabilité de l'interprétation de tout ce qui est en dehors des personnages. C'est lui qui va devoir valider ou invalider à tout instant, et tant que ça fait sens pour lui et tant qu'il interprète la fiction d'une manière convenable pour lui, alors on continue, on roule. Et c'est lui qui est un petit peu l'arbitre sémiotique, si je puis dire, de la partie de jeu de rôle. Donc en fait, ça donne la responsabilité à un participant de constituer un cadre interprétatif et d'évaluer ce cadre interprétatif à la lumière de tous les énoncés des participants. C'est-à-dire que je vais dire, j'escalade, et le meneur de jeu faire « Ouais, mais non, tu vois, parce que les races dans cet univers-là sont complètement frêles, cette race-là, tu peux escalader, mais ça va être difficile. » Le joueur va faire « Bon, ok, d'accord. » En fait, là, il a exprimé son pouvoir interprétatif. Voilà, c'est pas uniquement ce que j'allais dire, c'est pas uniquement de sa responsabilité au meneur de jeu, c'est aussi à la responsabilité de la base et des auteurs du jeu. Oui, non, mais ce qui se passe, c'est que pendant la partie, le meneur de jeu va interpréter la base, va essayer de comprendre la base et de comprendre le cadre interprétatif proposé par la base. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est quand même lui qui a la responsabilité du cadre interprétatif de la partie en ce qui concerne ce qui est extérieur au personnage. Ça dépend. Moi, j'ai vu des jeux de rôle classiques, traditionnels, où les joueurs prenaient les bases et disaient non, c'est pas vrai, les Ventrous, ils peuvent faire ça, regarde, c'est écrit là. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que dès lors, à partir du moment où ils ont fait ça, c'est ce qui est dans la base et ce qui est écrit dans la base apparaît dans le texte de la partie. Et en fait, il me semble que ce que tu dis, c'est qu'en fait, tant qu'on ne retourne pas à la base, c'est typiquement dans un dispositif traditionnel, le meneur, qui lui, en fait, c'est sa propre interprétation qui va apparaître dans le texte de la partie. Très bien, ouais. Et ça, c'est très clair et très... c'est ça le principe. Ouais. Par exemple, si vous prenez Nanochrome, dans l'introduction, jeu du Grumpf, vous avez l'étape 0, les joueurs se choisissent un protagoniste. Étape 1, les joueurs expriment ce qu'ils souhaitent faire dans la fiction. Étape 2, le meneur dit ce qui se passe. Étape 3, on revient à l'étape 1 où les joueurs expriment ce qu'ils font dans la fiction. Donc en fait, là on a vraiment la structure du jeu de rôle qui est expliquée d'une certaine manière par le Grumpf, dans laquelle effectivement c'est le meneur de jeu à l'étape 2 qui dit ce qui se passe.
Donc là, on a une explicitation du système d'une partie de jeu de rôle traditionnelle, dans lequel c'est le meneur de jeu qui a cette responsabilité-là de dire ce qui se passe en réponse aux volontés des personnages, si vous voulez. Donc il a la responsabilité du cadre interprétatif et de son image référentielle, de son impression référentielle à lui, que dépendent effectivement les actions des joueurs. Waouh. Et là, est-ce que vous avez la sensation d'apprendre quelque chose, Jérémy, Stéphane, Antoine? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table là, pour savoir quelle impression ça vous fait quand il vous dit ça? Alors déjà, si j'ai bien compris le dernier point, le MJ, en fait, il interprète le cadre interprétatif. Donc, c'est un peu une méta-interprétation. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs couches. C'est un truc à tiroir. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. Alors moi, oui, non, j'écoute religieusement depuis le départ et je trouve ça sympa. Il a juste une notion, je ne sais pas si on va en parler, donc je l'évoque maintenant, c'est la part de l'émotion dans l'interprétation. C'est-à-dire que quand on parle, je prends un exemple, pendant la partie, un joueur dit oui, je prends une chaise et je tape sur tel personnage. Un joueur qui a vécu une expérience où son frère l'a tapé à 4 ans avec une chaise va pas vivre la même expérience, va donc du coup pas interpréter la même expérience malgré le cadre interprétatif bien posé et le texte formel bien posé derrière. Oui, tout à fait. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des impressions référentielles très différentes qui vont se construire entre les participants. Donc le joueur qui a eu cette expérience-là, il a un cadre interprétatif différent, mais ça c'est normal, c'est comme d'habitude. Ouais. Et son cadre interprétatif est très différent des autres participants. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est le meneur de jeu qui a droit de cité pour trancher. À ce moment-là, en général, dans une partie de jeu de rôle, pour dire voilà ce qui se passe, à moins que ce soit au joueur de commencer à décrire le résultat de son action. Et effectivement, qu'est-ce qui se produit. Mais le meneur de jeu réinvestit. Si le meneur de jeu n'interprète pas de la même manière, il va y avoir une négociation qui va se construire en fait, entre les deux. Mais à quel point excuse-moi Romaric, à quel point le meneur du jeu pourra vraiment trancher, tu vois, s'il se rend pas compte que son joueur est en train de vivre cette action d'une façon totalement différente, il est capable de reciter la même phrase en se disant voilà, c'est bon, je tranche, et le joueur va comprendre que oui, c'est ça arrive tout le temps, c'est ce que tu disais en préambule, Valentin. En fait, l'idée c'est que ça arrive tout le temps, mais en fait c'est généralement vécu comme une forme de problème dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, et en fait, toute la négociation qui a lieu entre les participants, c'est pour arriver à se mettre d'accord sur l'interprétation. C'est pas souvent vécu comme une forme de problème. Souvent, ça roule, justement. C'est ça qui est magique. Ce qui est vécu comme une forme de problème, c'est quand effectivement, ça va tellement loin, les impressions référentielles sont tellement différentes qu'en fait, il y a un problème logique dans la fiction, ce genre de choses. Je suis d'accord. Donc en fait, l'idée, c'est que ça arrive tout le temps, mais le jeu de rôle tradi est un dispositif très sophistiqué qui permet que ça arrive le moins souvent possible, puisque le meneur de jeu va toujours avoir le travail d'interpréter. Justement, quelle sensation ça vous fait ça quand vous entendez ça? Moi je me dis qu'une discussion c'est à peu près pareil. C'est une discussion, on s'entend jamais on croit se comprendre sans jamais se comprendre jusqu'au moment où il y a un décalage trop important et on doit resituer les choses. Ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, ce n'est rien d'autre que l'application de ce principe-là à ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle, quoi. Moi, ce que ça m'évoque quand j'entends ça vis-à-vis de l'exemple du meneur de jeu, c'est qu'en fait, le problème est résolu dans ce cas-là par une manœuvre un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a l'autorité pour tout reformuler et pour tout interpréter elle-même et qui va mettre en place les choses, mais comme on le disait, ça garantit pas que les joueurs vont quand même ça résout pas le problème complètement, mais c'est une façon d'empêcher qu'il y ait un conflit d'interprétation, parce que comme la parole du joueur n'est pas aussi légitime que celle du meneur de jeu à entrer en négociation, le meneur de jeu peut virer la négociation et dire non, c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport de force linguistique entre les participants à une partie de jeu de rôle. Le meneur de jeu a le dernier mot en général. Mais du coup, ce qui est très étrange, c'est que est-ce que les joueurs continuent vraiment à interpréter des choses, ou est-ce qu'ils donnent juste des inputs de propositions et c'est le meneur qui reformule tout et de toute façon, même si le meneur reformule, même si le meneur décrit, pour produire des impressions référentielles et pouvoir continuer à jouer, les joueurs en retour interprètent ce qui est dit par tous les participants, quoi. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Antoine. C'est exactement l'effet que ça me fait. Tu l'as même mieux dit, je pense, que je l'aurais dit moi-même. Le problème, c'est que
je crois pas qu'une partie de jeu de rôle traditionnel se passe comme ça. Moi, j'ai joué avec. C'est une simplification. Complètement. On prend l'extrême de ce truc. Pour avoir joué avec LG, je sais qu'à tout moment, tu peux dire à LG non, t'as pas compris ce que je voulais faire, et c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, ça, c'est une formalisation vraiment du jeu de rôle tradi dans sa plus grande version dictatoriale, si j'ose dire. C'est-à-dire où finalement. Le maître de jeu n'est qu'un écran où effectivement les joueurs ils mettent des inputs. C'est à ça que tu pensais, Antoine. Ça fait un peu jeu vidéo. Mais c'est pour ça que comme ça fait longtemps que même beaucoup de jeux traditionnels, par exemple, dès qu'on laisse les joueurs décrire leur réussite, là ils ont quelque chose qui une proposition qui fait partie vraiment de la fiction officielle. Je maintiens que concrètement, c'est pas comme ça qu'une partie de jeu de rôle traditionnel se passe. Concrètement, les joueurs gueulent contre leur MJ, ils sont pas d'accord avec lui. Non, mais, si tu veux, l'idée c'est que exactement, tout à fait, ça arrive en fait. Mais la fait structure de gueuler, a priori, c'est celle-là. Le fait de gueuler contre les MJ, en fait, c'est quand tu gueules justement, quand en général, on va pas dire dans ces cas-là que ça fonctionne en fait. Justement, t'as pas compris ce que je voulais dire. En fait, c'était ça. À la limite, ça peut pas être forcément vécu comme un problème grave. Mais je vois très bien. Mais on doit s'arrêter à un moment donné, se remettre d'aplomb. Quelque part, le fait qu'il faille gueuler pour regagner la posture linguistique, d'avoir le droit d'interpréter, finalement, d'avoir le droit d'accéder. En fait, c'est tu milites pour ton cadre interprétatif. Ok, c'est intéressant. C'est quand même. Tu disais, Darky, que c'était une conversation qu'on passait notre temps à devoir bien redéfinir les termes pour pouvoir s'entendre. C'est quand même une conversation dans laquelle, à un moment donné, on peut parler avec Dieu. Parce que des choses comme le MJ et Dieu, ça fait partie des trucs qu'on a entendus et qu'on entend toujours. Et évidemment, quand on est dans ce cadre-là, et alors là, je ne parle pas de la pratique du Grumpf, parce que c'est quelqu'un de bien trop avancé en game design et en conscience de ce qu'il fait pour avoir cette problématique-là. Mais après, en fait, on peut se dire que le MJ, Dieu de son univers, le MJ dictateur bienveillant, quand on discute avec lui du sens de ces termes, on écoute. Il y a une forme de culture du MJ responsable de l'interprétation de la partie quand même. Non, mais ça c'est indéniable. Alors après, oui, que ça se passe pas ça, c'est indéniable. Bien tout le temps et que le MJ ne soit pas toujours effectivement le cadre interprétatif de référence. Non, en fait, justement, mon point, c'est de dire que le gameplay linguistique, c'est d'arriver à ce que je dis et ce que je veux être interprété dans mon sens. Moi, c'est ça. C'est l'interprétation d'une bataille pour la réalité. Une bataille pour la réalité, l'interprétation de l'image inférentielle, tout à fait. C'est ce que je mets en place. Oui, mais alors, une guerre pour le réel, tout à fait. C'est comme ça que je vois, en fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce jeu, en fait. C'était le maître de jeu a priori le contrôle du réel, et en fait, c'est la bataille pour le réel que Sens met en scène. C'est ça. Finalement, c'est pour ça que je te dis, c'est pas ça le jeu de rôle traditionnel, parce que justement, le jeu de rôle traditionnel suppose qu'il va y avoir la bataille pour le réel. Donc, pour moi, donc en fait, moi, ce que je pense, c'est que le jeu de rôle classique, sous ces termes-là, c'est ça son gameplay linguistique. Son gameplay linguistique ou son gameplay interprétatif, c'est cette bataille en fait. Et c'est ça le gameplay du jeu de rôle classique à la base. Alors après, on peut rajouter d'autres trucs. C'est génial. Mais à la base, en fait, c'est ça quoi. Donc premier point. Et donc après on peut ajouter Darky, prends le micro. Alors, dis ce que non, j'imagine les deux enfants dans la cour. On joue au papa et à la maman, mais quand on sera pas d'accord, ce sera toi qui auras raison. Bim, c'est le premier jeu de rôle en fait ça. Je ne sais pas, c'est le premier jeu de rôle classique peut-être. Donc voilà, donc ça c'est le gameplay si vous voulez qui est central et finalement qui porte un propos fort. C'est ce que je pense. C'est notamment ce que permet le jeu de rôle classique, c'est de se confronter en tant que personnage à une altérité qui nous dépasse et d'essayer de faire en sorte que notre volonté advienne dans cet univers. On retrouve le syndrome de la carte postale, Stéphane. Parce que du coup, dans ce cadre-là, c'est quoi le syndrome de la carte postale ? Le MJ devient cette espèce de grand méchant indépassable contre lequel tous les joueurs vont devoir s'allier en dépit de leurs différences et partir à l'aventure pour vaincre le grand méchant. Tu vois ce que je veux dire je vais raconter ça. En fait, ce que j'appelle le syndrome de la carte postale, c'est l'idée que dans beaucoup alors même si c'est pas le cas d'absolument tous, mais souvent dans du jeu de rôle et dans du jeu de rôle traditionnel, mais pas forcément que, on joue des gens très différents qui vont s'allier pour vivre des aventures, faire des enquêtes, lutter pour faire rejaillir le bien. Et en fait, t'as ça comme dans une petite boîte, et puis c'est comme si tu changeais la carte postale derrière et tu mettais dans l'espace.
Et hop, tu changes la carte postale et tu dis, il y a là, il y a un château, un dragon. La boîte à JDR. Bah, tu penses à fond. Et finalement, en fait, tu as cette espèce de toujours les mêmes petites figurines qui font toujours la même chose, sauf qu'en fait, t'as changé le décor. Mais cet argument se déploie dans un cadre dans lequel, justement, on en parlait. Le problème, c'est que ce syndrome-là, il a surtout lieu quand il n'y a pas de règles spécifiques. C'est-à-dire quand on fait un jeu de rôle traditionnel avec un système zéro traditionnel. Tu vois ce que je veux dire, Stéphane ? C'est là qu'on va retrouver ce truc-là. Non, t'es pas d'accord avec ça. Non, si Stéphane n'est pas d'accord, il faut qu'il ait la parole parce que c'est quand même sa théorie. Je comprends pas encore exactement là où tu veux en venir. Si tu veux, l'idée c'est que pourquoi est-ce qu'on obtient le syndrome de la carte postale ? Dans la manière dont tu me l'avais expliqué la dernière fois, c'était parce qu'en fait, il n'y a pas de règles qui nous orientent pour faire une autre histoire que ça. Et donc, quelque part, le jeu de rôle traditionnel, dans sa structure même, dans son système même, nous pousse à toujours revivre cette histoire-là. Alors la carte postale, la base change, mais le système de jeu traditionnel nous pousse forcément à... Et là, je trouve un argument chez Valentin pour expliquer ceci, en te disant c'est parce que la forme même, la structure linguistique du jeu de rôle traditionnel, en fait, nous pousse à voir le MJ comme celui qui est dépositaire de la réalité au départ, et nous les joueurs avec nos compétences très différentes, on va devoir reprendre le contrôle du réel. On va devoir créer notre histoire dans ce contexte. Au départ, il n'y avait rien. Puis vint le MJ. Puis... les joueurs sont apparus. Et là, les joueurs ont créé des choses. Et là, progressivement, ils ont dévoré le MJ, en fait. À un moment donné, l'histoire du MJ, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'histoire des fils d'Adam et Ève. Dieu, on l'a oublié entre-temps. On ne sait plus qui c'est. Et donc, tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est le problème de la carte postale avant le petit-déj, un peu. Ah oui. Oh, les concepts qui se mélangent. Oh mon Dieu. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la structure linguistique du jeu de rôle nous amène naturellement à fait système et nous amène naturellement à rejouer la même partie de jeu de rôle si on n'y prend pas garde. Alors, la même partie, non. Une structure commune. Je pense que excuse-moi, j'exagère un peu. Voilà. La manière dont peut se déployer la question de la confrontation entre des personnages avec leur volonté et un univers extérieur peut se déployer de plein de manières différentes. Oui, pardon. Il y a vraiment énormément de manières. Et c'est très très riche en fait. Parfois c'est le masque et contre les inspirés, parfois c'est Sens contre les bugs, parfois c'est les vampires contre les premiers Mathusalem, parfois c'est... Bref, on a juste changé la carte postale. Excuse-moi, mais enfin... Alors... Il a raison, cet homme a raison, mais il ne le sait pas, c'est ça qui est fou. Non mais en tout cas, voilà, là je comprends bien... Non mais c'est une manière en fait, alors c'est quand même très efficace comme système. C'est très sophistiqué le jeu de rôle traditionnel, parce que du coup, les joueurs sont dépositaires de leur volonté, luttent contre un univers, mais en fait c'est énormément de fiction, de manière de voir la narration qui est incluse dans ce système-là. Donc en fait, c'est très, très efficace. Et moi je me demande, mais je commence à avoir des pistes historiques, mais comment est-ce que les types ont pensé à faire ça ? Parce que c'est super malin. C'est super malin comme manière d'organiser la parole autour de la table, quoi. Bah, c'est un peu comme le contrat social. Léguer l'autorité à quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à s'entendre quand on l'a tous, c'est naturel en fait, ça se fait comme ça. Juste là, il y a un petit syndrome d'illusion rétroactive. Parce que en fait, c'est comme si tu me disais, tu regardes Stéphane Bagné, tu te dis mais comment l'évolution, comment la sélection naturelle a pu créer un organisme aussi complexe. Non mais je suis pas naïf. Voilà, quand je dis ça, c'est probablement que ce soit des essais-erreurs, que ce soit pas du tout conscient. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je me dis c'était quand même une prouesse remarquable, quoi. Non, oui, mais personne ne l'a accompli. Mais bien sûr, mais je suis pas en train de... Ouais. Donc Stéphane a été produit par SR. Non, mais je suis pas sûr de comprendre. C'est l'histoire du jeu de rôle qui a produit ce truc-là, quoi. Ouais. Mais souvent, en fait, je m'oppose en disant ça à un point de vue qui serait que le jeu de rôle traditionnel est un peu le jeu de rôle par défaut. C'est le jeu de rôle, sans être raffiné, on aurait ça comme jeu de rôle. Moi, je m'oppose à ça. Je dis. Pas vrai. Non. Alors, je dis pas que tout le monde. Non. Complètement d'accord avec toi. Non, c'est justement, je suis d'accord avec toi. Quand je dis c'est alors, pas vrai, je dis pas non plus que le jeu de rôle traditionnel est la structure. Je dis pas non plus que cet avis est très largement répandu ni quoi. Hein. C'est juste que si des gens pensent que le jeu de rôle est quelque chose d'assez brut de décoffrage ou quoi, moi je pense pas. Au contraire. Non, moi je suis parfaitement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais fait des recherches dans le passé parce que en fait, ça m'énerve quand on dit le jeu de rôle a été inventé par Gary Gygax. Ça me fait chier. Mais vraiment. Profondément, je trouve ça... Alors c'est vrai, oui, le jeu de rôle sur table, D&D, oui, c'est lui qui a popularisé le truc et tout, mais avant, on trouve des traces de jeux. J'ai retrouvé la trace d'un vieux jeu où c'est 12 hommes en colère. C'est une boîte dans laquelle on distribue des rôles
chacun prend son rôle et on joue en fait un juré qui est obligé de débattre sur un coupable. C'est déjà un jeu de rôle, il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a rien du tout et c'est avant Donjons et Dragons. Et donc moi, il y a un moment donné en fait où je trouve que c'est je sais pas. Voilà, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Valentin, pour dire que le jeu de rôle classique n'est pas le jeu de rôle de base ou le jeu de rôle zéro. C'est une forme de jeu de rôle parmi d'autres. Ouais, moi, j'ai l'impression que préexiste le on dirait que. La version enfantine du jeu de rôle qui dit on dirait que tu serais pirate et moi je serais policier. Et que ça, en fait, c'est un système qui préexiste au JDR. Absolument. Mais c'est là où j'ai l'impression que naturellement, quand tu joues à ça, tu as des conflits. Et si tu veux régler les conflits, tu désignes quelqu'un qui a l'autorité sur ça. Et bim, t'inventes nécessairement le jeu de rôle traditionnel, non ? Souvent, les jeux d'enfants, c'est du GN, en fait. Des jeux d'enfants qui sont basés uniquement sur le langage, donc dans lesquels on n'a pas de référent. Et là, au sens vraiment dans la réalité, je cours plus vite que toi, tu vois. Donc si je suis plus rapide à la course et que tu veux m'attraper, on a un moyen de trancher qui n'est pas lié à l'interprétation linguistique. Donc on a des solutions. Le GN est une solution possible. Et alors, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, du coup, ça met les résolutions sur le player skill, c'est-à-dire sur les compétences des joueurs. Et on sait qu'historiquement, en fait, on s'est mis à faire du caractère skill derrière, quoi. Après, en mettant en faisant une anthologie de. Nous sommes donc Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir. Écoutez cette phrase. Faisons semblant d'être des rois et des reines. Sa sœur, qui aimait beaucoup l'exactitude, avait prétendu que c'était impossible étant donné qu'elle n'était que 2. Et Alice avait été finalement obligée de dire la chose suivante. Eh bien toi, tu seras l'un d'eux. Et moi, je serai tous les autres. Et un jour, elles avaient causé une Purple, alors vieille gouvernante, qui lui criait brusquement, etc. Bref, là ici, présentation concrète, avant Gary Gygax, d'une partie de jeu de rôle. C'est un compte-rendu de partie, ouais. C'est un compte-rendu de partie. Et on est dans Lewis Carroll, c'est page 462 de l'édition, je sais plus quoi, enfin bref. Donc, c'est quoi ? C'est la collection, c'est sélection livres de jeunesse, voilà, si vous voulez retrouver la référence. Donc, c'est une sélection de 4 livres. Il y a Le Monde du Silence dedans, Le Dernier des Mohicans, Raison perdue, Alice au Pays des Merveilles. Et dedans, donc, page 462, on trouve une formulation concrète du jeu de rôle traditionnel, avec ces deux sœurs qui décident de faire une partie de jeu de rôle. Concrètement. Et après, Alice a commercialisé du supplément et c'est devenu la merde, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, c'est devenu Alice au Pays des Cauchemars. Donc, voilà, tout ça pour dire que tout ça ne vient pas de nulle part et n'a pas été créé dans les années 70. C'est une longue histoire. Oui, tout à fait, oui. Donc, voilà. Et donc, je suis complètement mais du coup, pourquoi, d'un point de vue linguistique, il est bien foutu, ce dispositif ? Parce que pardon. Je t'en prie, reformule pour. Parce que justement, le problème, si tu veux, c'est qu'on n'est pas sûr d'être ensemble au même endroit au même moment, parce qu'on n'est pas sûr d'utiliser les mêmes mots et les mêmes termes. Là, on centralise l'information en demandant à un ordinateur central, qui est le meneur de jeu, de bien valider le fait qu'on parle des mêmes signes. Et quand il y a une opposition, on est toujours au même endroit, MJ ? Oui, c'est bon, vous êtes dans le même cadre linguistique. Je vous invite à écouter des parties de jeux de rôle enregistrées, à avoir un point de vue réflexif sur vos parties de jeux de rôle. Alors peut-être pas avec vos pratiques alternatives anarchistes, parce que peut-être ça va pas se passer comme ça, mais dans des parties plus classiques, dans des pratiques plus majoritaires, le MJ a souvent le dernier mot et utilise très fréquemment ce pouvoir-là de référent, quoi. Complètement. D'interprétation. Ok, à un moment donné, on n'est pas d'accord, le MJ fait « Bon, ok, on va dire que toi, t'es à côté du bateau, tandis que toi, t'es plutôt en bas, en train de gérer ta sœur. Ça vous va ?» Et là, du coup, il y a le « ça vous va » quand même. C'est ça, le ça vous va est très important. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la définition que tu donnes, Valentin, du jeu de rôle traditionnel, on sent que tu es un anarchiste, parce que tu exagères un peu là. Mais voilà, tu vois, je trouve qu'il y a quand même plus d'échanges entre le meneur et ses joueurs. Mais je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est un combat de récupérer l'autorité. Le gameplay du jeu de rôle classique, c'est ça, ce gameplay, quoi. Et alors souvent, on va parler du gameplay du jeu de rôle classique comme des compétences, des caractères, des scénarios, etc. Moi, je pense qu'il pour revenir vraiment à une base encore plus profonde, on peut se dire le gameplay vraiment au cœur de l'enjeu interprétatif, c'est celui-là. Et il y a d'autres jeux qui répartissent la parole de manière différente et qui proposent un gameplay linguistique, si vous voulez, différent. Donc je prends pareil. Vas-y, je t'en prie. Mais du coup, avant d'aller sur cet exemple-là, moi j'ai une sorte de double question là-dessus.
ce conflit qui émerge dans ce gameplay-là entre joueurs et meneurs de jeu, au début, tu le définissais comme un problème, comme des différences d'interprétation. Mais est-ce que c'est vraiment un problème dans la mesure où ça peut être quelque chose qui est recherché parce que c'est aussi une forme de gameplay? Non. Est-ce que ça peut être quelque chose que les gens recherchent? Bien sûr. Alors, et qui voient pas comme un problème? Quand je te dis que c'est un problème quand il y a effectivement des différences d'interprétation fortes. Le gameplay de confronter justement les interprétations, ça c'est pas un problème, c'est justement le jeu quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, on peut pas imaginer un groupe qui recherche à ne pas se comprendre, ça c'est pas possible. Alors si, attention, j'en arrive. Un petit peu. Alors difficilement. Non. Alors j'ai un exemple. À un moment donné, c'est d'arriver à un moment où on se comprend, c'est de se toucher l'un l'autre. Oui, mais avoir un peu d'altérité en chemin, c'est aussi ce qui est intéressant. Attends, ne pas se comprendre en ce sens-là, c'est pas être altérité, c'est être dans deux mondes différents. Il n'y a pas d'altérité si on n'est pas dans le même monde. C'est comme si tu me disais les gens ont intérêt l'un à vivre sur Proxima du Centaure et l'autre sur le Soleil. Tu vois, non, c'est pas ça. On a intérêt si tu veux de l'altérité, il faut que les gens ils soient sur la même planète, sinon ça fonctionne pas. Tu vois, donc on peut pas avoir intérêt à avoir des grilles interprétatives. Je sais pas, tu peux être pas sur la même planète mais dans la même galaxie et ton gameplay et ton challenge c'est d'abord aller sur la même planète pour ensuite faire d'autres trucs. Mais je sais pas, je trouve que ça peut être une forme de... Je t'invite vivement, si tu veux avoir ce type d'expérience, à aller faire des parties de jeux de rôle avec des gens qui parlent des langages qui ne sont pas les tiens. Je trouve ça ironique parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas. Si, je vois parfaitement ce qu'il veut dire. C'est que par contre, le flou de l'interprétation peut apporter de la richesse. Alors justement, j'en parle tout de suite. C'est parti. Avec l'exemple de Shades et dans une mesure, la vie de l'absent. L'idée, c'est que dans ce genre de jeu-là, donc il n'y a pas de meneur de jeu. Les responsabilités des joueurs sont les mêmes pour tous les participants. Et on n'a pas ou très très peu de phases méta, c'est-à-dire de moments où on peut se mettre d'accord sur notre grille interprétative. Parce qu'en fait, le metagame sert aussi à se mettre d'accord sur la grille interprétative. Genre, attends, tu veux dire que le mur, il fait 3 mètres de haut. 3 mètres comment 3 mètres genre... 3 mètres genre... Ça. En fait, gros mètres ou des petits mètres Vous vous rendrez compte, si jamais vous faites des parties où vous forcez à ne jamais... parler autrement, jamais parler méta, que c'est très dur. Et notamment Shades, ce jeu-là, et il y a beaucoup de jeux qui explorent ça, on est dans un gameplay linguistique très différent. Alors le gameplay linguistique de Shades, c'est notamment qu'on n'a aucune manière de se mettre d'accord, que d'être très à l'écoute des autres, et d'essayer de comprendre la grille interprétative de chaque autre en utilisant uniquement les énoncés produits sur le référent fictionnel. Et donc on est dans un gameplay où on est obligé de tous s'écouter, de tous essayer de se comprendre pour essayer de construire des impressions expérientielles communes. Et s'il y a des contresens qui apparaissent pour nous, on réévalue sans cesse ce qui nous apparaît être des contresens pour essayer de se projeter dans la grille interprétative de tous les autres pour que ça fasse sens. Et on fait ça en boucle, dans Shades notamment. Parce que en ce cas-là, en fait, on nous a retiré 2 béquilles, qui est celle du meneur, qui est là pour remettre les choses au carré, et puis celle du metagame, qui est là pour se redonner une définition en disant « Oh, mais tu veux parler de quoi ?» Ça, pour négocier en fait l'interprétation des termes. En fait, ça construit un gameplay linguistique qui est très intéressant. C'est celui de l'écoute, de la réévaluation de notre cadre interprétatif. Et ça, le jeu est très différent. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre ce que je veux dire, c'est que le gameplay linguistique d'un jeu, quelque chose qui est vraiment sous-jacent et assez peu explicite, porte intérêt à être construit de manière à ce qu'on puisse faire des jeux qui exploitent ce gameplay linguistique-là. Tu es en train de nous dire il existe un déterminisme linguistique dont vous n'avez pas encore pour l'instant conscience. Il y en a qui en ont conscience. Il y en a qui en ont conscience, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais du coup, grâce à cet article, grâce à cette théorie, tu invites les gens à en prendre encore plus conscience et éventuellement même à jouer avec ça pour créer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Et tu nous apportes, c'est ce qu'on dit souvent, une nouvelle gamme à notre piano. Donc en tant qu'auteur, maintenant, voilà une nouvelle touche sur laquelle je pourrais jouer. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, cette couche-là, en fait, linguistique, elle est là tant qu'on pratique ce jeu de rôle en utilisant du langage, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Si on est autour d'une table et qu'on ne fait que discuter au sujet d'une fiction partagée ou des fictions partagées, on a ce problème et ça se déploie de diverses manières et c'est le gameplay linguistique du jeu. C'est excellent. Si vous prenez par exemple un jeu de ma création qui s'appelle le Fast Food du jeu moral,
qui est un petit jeu qui joue à 2 joueurs, un meneur, un joueur. Tu crées des jeux, toi? Ouais, je crée des jeux, ouais. Ah, mais c'est des choses qui changent. Ça change, ouais, c'est dur. Ouais. Il est même Quand disponible. ça change. Faut disponible sur le net. démonter. En fait, dans ce dispositif, il y a un retournement du rôle du meneur et du joueur. Le meneur de jeu a un rôle unique, c'est celui de poser des questions au joueur. Et le joueur va répondre aux questions. Par exemple, dans quel univers ça se passe? Je sais pas, univers contemporain, répond le joueur. Et ton personnage, il ressemble à quoi? Et est-ce que tu as des amis, etc., etc. Il ne fait que poser des questions, uniquement poser des questions, et ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Et l'idée, c'est que dans ce jeu-là, en fait, il y a un retournement de la grille interprétative, puisqu'en fait, le meneur de jeu, ici, ne peut qu'essayer de comprendre les images référentielles du joueur. Le joueur construit des impressions référentielles et le meneur de jeu va continuer à lui poser des questions pour essayer d'explorer et se mettre au diapason. Pourquoi tu l'appelles un meneur de jeu alors si... Il a quand même l'autorité, il peut dire pourquoi tu es mort, non? Non. Alors, pourquoi je l'appelle meneur de jeu? Je sais pas. C'est l'autre participant en deux. C'est quoi comment tu fais pour lui interdire de dire pourquoi tu es mort? Dans quelles conditions on a retrouvé ton corps, par exemple? Alors voilà, là c'est une question orientée. C'est possible de faire ce genre de choses. Effectivement, dans quelles conditions on a trouvé ton corps, mais c'est pas dans la pratique du jeu. Donc c'est un jeu à tradition orale. Donc en fait, quand j'explique le jeu, je dis non, il faut uniquement des questions ouvertes et pas de questions fermées. Ouais. Je pense que tu l'appelles le meneur de jeu parce que c'est le joueur qui n'a pas de personnage finalement. Ouais, c'est ça, un peu par défaut. Ouais, c'est ça. J'ai pas de personnage. Mais en fait, c'est dans le texte du jeu, c'est dans le texte du jeu. Quand tu expliques le jeu, il y a deux. Jeu. Ouais, c'est ça. Alors il y aura d'autres jeux. Il y a tu en pointant Stéphane et je c'est le joueur et tu c'est le personnage ou l'inverse, je sais plus. D'accord. Voilà. Il y a pas le mot meneur de jeu et le mot joueur. Pourquoi je te questionne là-dessus? Tout simplement, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé du jeu de rôle traditionnel comme s'il s'agissait de quelque chose de monolithique. Et moi, je n'oublie jamais que chaque jeu traditionnel pose les règles de son meneur de jeu. Et que c'est pas évident, en fait, que le jeu de rôle traditionnel n'existe pas. Moi, c'est souvent ce que je dis, parce que chacun a le sien. Parce que oui, alors, moi, je fais des traits assez grossiers. Hein. Oui, non, mais je comprends bien. C'est juste pour dire que parfois, les responsabilités, même dans certains jeux dits classiques, les responsabilités linguistiques ne sont pas si évidentes que ça. Ah non, mais c'est clair. Et voilà. Évident. Alors après, là, voilà, je moi, j'en ai pas mal en exemple. Il faudrait vraiment s'attacher à chaque même pratique. Au-delà de chaque jeu, il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe effectivement dans chaque partie de jeu de rôle, comment est répartie l'autorité, et l'autorité linguistique, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que l'autorité linguistique, pour toi, c'est de l'ordre de l'interprétation du meneur. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est de l'ordre de l'interprétation du meneur, ou alors c'est de l'ordre de ce que l'auteur en dit? Non, c'est ce qui se passe à la partie de jeu de rôle, c'est le meneur. On parle de système. On parle pas de règles. Et oui, et du coup, en fait, on peut ramener un autre cas, en fait, qui est connu dans les parties de jeu de rôle, qui est le cas du joueur expert. Quand on est dans un dispositif tradi et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, option 1, connaît mieux la mécanique, le système de jeu et la base, et du coup la pensée de l'auteur, et du coup va le ramener à la table, et du coup là ça crée un clash avec l'autorité, et en fait là, on peut se rendre compte que c'est même l'autorité linguistique, en disant non, cette compétence ça veut pas dire ça. Ou quelqu'un qui va vous raconter que mais le Japon à cette époque il n'était pas comme ça et qu'en fait non les armures elles marchaient pas comme ça, puis le Bushido c'est pas ce qu'on croit. La question, il y a même beaucoup d'articles qui traitent de comment gérer un joueur expert à la table de jeu. Alors c'est bizarre que ça existe ce genre d'article-là. Et ben en fait c'est pour répondre à ce problème, quoi. C'est qu'il y a des conflits d'autorité interprétative autour de la table de jeu, quoi. C'est génial. Ouais, d'accord. Donc je reviens juste à l'exemple du fast-food du jeu moral pour dire que là en fait on est dans un cadre où celui qui a autorité pour produire simplement des énoncés qui ne sont pas des questions, c'est le joueur. Et en fait, lui, il n'est pas dans un problème d'interprétation. Il fait que répondre à des questions. Donc, il répond à des questions, il construit, lui, une image référentielle qui lui est propre, et il continue à élaborer ça. Le meneur de jeu... Ceci dit, je suis d'accord avec Darky pour dire qu'il y a un petit problème quand même, parce qu'à partir du moment où tu poses une question... la question... tu vis dans quelle maison? Tu présupposes dans l'univers qu'il existe des maisons, donc tu dépossèdes le jeu. Alors, toi qui as l'autorité, clairement. L'idée, c'est le joueur qui va dire « mais j'ai pas de maison ». Ou alors, ah ouais, d'accord. En tout cas, si tu peux balayer les questions, tu peux balayer les questions, ouais, tout à fait. Si te répond qu'il n'a pas de maison, ça veut dire que certains autres en ont. Parce que tu as introduit non, ça n'existe pas les maisons. Ah voilà, ça. Voilà. Du coup, à quoi servent les questions? Quelle que soit la question que tu peux me poser, je peux dire c'est pas vraiment ça. Justement. En fait... Exactement. Et ben justement, à quoi servent les questions? Les questions servent
au meneur de jeu pour essayer d'explorer l'imaginaire du joueur. Voilà, exactement. C'est un jeu de rôle psychanalytique, si vous voulez. C'est quoi l'objectif Ça m'intéresse. Ouais, tout à fait. Je vais aller jusqu'au bout. Bon, simplement là pour le propos, je termine juste là, c'est de dire, voilà, là, en fait, il n'y a pas de conflit interprétatif, puisqu'il y a un des deux participants qui est le joueur qui est dans un rôle de explorer son imaginaire, et l'autre qui essaye de comprendre en interprétant les signes que lui envoie le joueur à travers des questions. Il va essayer d'explorer comme ça tout l'imaginaire du joueur. Alors l'objectif c'est quoi? C'est qu'en fait à la fin du phase du jeu moral, on change de dispositif linguistique et le meneur de jeu a le droit d'imposer un drame dans la vie du personnage. Donc ça c'est à la base du jeu. Et à la suite de ce drame, un choix cornélien entre deux issues possibles. Donc là, on retourne l'autorité en fait de la partie, on change de microsystème si vous voulez, et le joueur doit se plier à l'un des deux choix. Donc en fait, l'idée, c'est, vu que c'est un jeu de rôle qui explore un peu l'inconscient et l'univers intérieur du joueur, celui-ci peut se dévoiler plus ou moins en fait, tout simplement. Et plus il se dévoile, plus il met ses tripes sur la table, si vous voulez. Plus quand le drame et le choix va arriver, plus ça va être... Plus tu prends le marteau, plus il y a... Voilà, c'est ça. Exactement. Donc en fait, quand je joue à ce jeu, en général, je suis d'abord joueur pour montrer comment ça se passe. Et ensuite, si celui qui a joué avec moi veut jouer, on peut inverser les rôles. Mais ça peut être assez violent. Pour des raisons de sécurité émotionnelle. Pour des raisons de sécurité émotionnelle, ça fait. Très bien. Est-ce que Stéphane, je vois le lien avec une technique que je ne maîtrise pas personnellement, mais que je sais existante, qui s'appelle le clean language. Clean language, c'est une technique d'écoute active qui consiste à aller explorer la problématique de quelqu'un, typiquement dans une relation coach et personne coachée, aller explorer cette problématique en veillant à bien formuler les choses de manière à ne pas envahir son langage de ses propres termes. Et en fait, ça sert par exemple à entamer une exploration symbolique dans laquelle finalement la personne, le coaché en l'occurrence, peut parler de quelque chose qui l'embête dans sa vie et qu'il aimerait bien répondre, mais en fait il peut en parler d'une manière entièrement symbolique. Et dire que voilà, si je dis que ce qui m'ennuie c'est les poissons, il se peut qu'à la fin en fait dans cette conversation j'ai trouvé une solution à mon ennui des poissons sans que jamais le coach n'ait compris le signifié ou le concept ou le référent de ce qui s'était appelé les poissons dans cette conversation-là. Là, on a une sorte de langage poétique, en fait, ce qui est possible d'explorer en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a des différences entre signifié et concept et des correspondances entre signifié. Bon, c'est un peu compliqué, pas rentrer là-dedans. Alors, mais si, il faut rentrer. Alors, un langage, du coup, un langage Comment il a pris l'autorité, là Langage métaphorique, par exemple, dans le fast-food du jeu moral, puisque tu cites ce genre d'expérimentation, on peut tout à fait faire une partie dans laquelle je vais présenter une situation fictionnelle avec un personnage qui ne me ressemble pas du tout, et j'ai des problématiques graves, et je vais dire, oui, il y a une peste magique, on peut le rapprocher métaphoriquement de problèmes de la réalité, si vous voulez. Donc là, oui, il y a complètement une correspondance possible. D'ailleurs, toute la psychanalyse est un travail sur les correspondances symboliques, notamment, une partie de la psychanalyse. Une partie de la psychanalyse. Voilà. Alors pour continuer, je ne vais pas faire tous les dispositifs de jeu de rôle possibles et les décortiquer en termes de quel est le gameplay sous-jacent à ces dispositifs. Mon message, c'est simplement de dire, en fait, le gameplay, l'autorité interprétative, comment elle est répartie, qui a le dernier mot sur quoi, et aussi comment est-ce qu'on délimite les signifiés au cours d'une partie de jeu de rôle, à quel point est-ce qu'on fait usage d'un référent, par exemple, c'est-à-dire dans un grandeur nature, le référent, c'est la corporalité, a un rôle de médiateur. Marqueur. Ouais. Voilà, c'est ça, de médiateur dans les relations. Au cours du jeu. Des talons. Exactement. Donc en fait, pour pas continuer trop longtemps, je pense qu'il y a quelques réflexions qui me viennent à ce niveau-là sur quels conseils je peux donner à la suite de ça, pour essayer de comprendre comment faire des jeux de rôle sous cette grille-là, qui est une grille possible, je le rappelle, qui n'est pas du tout la panacée ultime. Ce serait déjà comment s'articulent les règles qui régissent la production du sens dans la partie. Comment est-ce que le gameplay linguistique du jeu est en lien avec l'objectif du jeu ?
Et ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment beaucoup. C'est, ok, j'ai un objectif pour mon jeu, je veux explorer par exemple des situations, je veux explorer des problématiques, je veux explorer des questions particulières. Et bien comment je répartis finalement, on pourrait dire l'autorité, mais moi je vais un petit peu plus en profondeur. Comment on répartit ces règles qui régissent les cadres interprétatifs, l'autorité interprétative de chacun des participants, avec parfois justement des règles qui ne permettent pas de pouvoir se référer à une parole méta pour pouvoir valider ou invalider des propositions, etc. Par rapport à ça, j'ai une idée qui me vient là-dessus. Je me demande dans quelle mesure, vu que tu parles de gameplay au niveau strictement linguistique, dans quelle mesure la résistance asymétrique, de Frédéric Sintès, on ne peut pas l'appliquer spécifiquement au niveau linguistique. Avec le jeu de rôle classique qu'on a décrit tout à l'heure comme étant la résistance asymétrique de la confrontation et du conflit au niveau de l'interprétation des éléments de la fiction. Et là où l'exemple que tu donnes avec le fast-food du jeu moral, on est plus dans une forme de rétention-fascination de l'interprétation, où celui que tu appelles le meneur va, à force de questions, essayer de comprendre ce qu'est l'interprétation du joueur, mais jamais lui, il amène son interprétation. Le joueur a son interprétation, et l'autre participant va essayer de la comprendre, cette interprétation, question après question. Alors déjà, ouais, je suis bien d'accord avec toi. L'idée, c'est que alors moi, mon propos, c'est aussi de dire que tout ce qui s'est fait en game design peut se clipser totalement à ça. Hein. Oui, par exemple, la résistance asymétrique, c'est aussi une réflexion sur la question de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant de construire comme résistance dans une partie de jeu de rôle. Après, il y a effectivement certaines formes de résistance qui peuvent s'intégrer à des questions linguistiques pures. C'est totalement possible. Je pense que c'est le cas. Pour moi, cette théorie ne rentre pas du tout en contradiction avec tout ce qui a été développé ces dernières années en la matière. Pas du tout. Elle matche complètement avec les propos qui ont été défendus. Il y a en fait, vu qu'elle est dans un registre particulier qui est rarement évalué, en fait, elle peut se déployer avec différentes théories du game design. J'ai l'impression que tu regardes ce que nous on appelait l'autorité finalement, puis on se posait des questions. Tu le regardes sous un angle très particulier. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est l'autorité linguistique. Qui a l'autorité ? On pourrait dire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc nous, on appelait, juste pour en finir avec ça, c'est que j'ai l'impression que sous le terme autorité, sur un footrack, ça. Il y avait plein J'essaye un peu d'analyser, c'est-à-dire de découper qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessous et comment ça se déploie finalement au niveau linguistique. Très bon travail. Donc, ça me semble être une couche qui vient en dessous du reste et de tout ce qu'on peut interpréter, comme le Maelstrom. Je dirais pas que c'est en dessous, je dirais que c'est une partie de. C'est pas sous-jacent. Moi, je pense pas que ce soit sous-jacent. Que c'était. Alors, oui, ça l'était parce que là, c'était caché. Il vient de nous le révéler. Je pense que ça l'est parce que tu es dans. Pour moi, ça ressemble à un système d'exploitation dans lequel il y aurait au-dessus différentes applications qui pourraient tourner. Toujours est-il qu'à la fin, en fait, pour que quelque chose se produise, on repasse par l'interprétation, on repasse par les mots. Et à partir du moment où tu te mets d'accord sur le fait de dire qu'il y a des propositions qui sont faites autour d'une table, ces propositions, en fait, elles sont composées de ces signes. Et du coup, en fait, c'est tout le temps réembarqué. D'accord, mais il y a plein d'autres trucs qui sont sous-jacents. En fait, il y a toujours un truc en dessous du truc qui était en dessous. Par exemple, là, on pourrait parler aussi des rapports de domination juste sociale dans les parties de jeux de rôle. Tout à fait. Il n'y a pas de meneuse de jeu. Enfin, il y en avait pas très peu. En tout cas, moi, quand je fréquentais les conventions il y a 6 ans, c'est une autre dimension du jeu de rôle. Voilà, on pourrait dire. Voilà, elle n'est pas sous-jacente, mais pas sous-jacente à l'autre. Quoi. Tu vois, et c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de parler d'en dessous, parce qu'on dirait que c'est caché, puis que non, c'est juste que là il est en train de révéler quelque chose qui était devant nos yeux, mais qu'on n'avait pas vu. Tu vois, et c'était devant nos yeux, c'était pas sous la table, c'était devant. Seulement, on est passé complètement à côté. Quoi. Après, je pense que si jamais tu as une grille d'analyse qui est plutôt linguistique, c'est-à-dire plutôt fondée sur les propositions, ce qui est plutôt le cas en général. Des philophonétiques, n'est-ce pas ? En fait, si tu pars déjà au niveau de l'énoncé et de la proposition composée de signes, donc là il y a quand même une question de hiérarchie, pas de hiérarchie de domination ni quoi que ce soit, mais simplement d'encapsulation les uns dans les autres. Quoi. Ouais, mais moi j'aime pas trop cette idée, parce que ça présupposerait que le langage est premier, et ça j'en sais rien. Dans la réalité, je sais pas ce qui est premier. Ça se trouve, on va découvrir d'ici quelques années que le langage est déterminé entièrement par des nodules sur les. Voilà, exactement, par des nodules sur Vénus. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'en linguistique, on a tendance à avoir une vision
encapsulé du langage. C'est-à-dire qu'on commence avec des sons produits par la bouche, puis qui sont découpés en signifiés, qui vont éventuellement former des propositions, qui vont formuler à la fin un texte. Quoi. Quand j'entends ça, ça me fait penser à tous ces beaux modèles qu'on volait en éclats durant toute l'histoire des sciences. Donc, je suis très prudent. Tout à fait. Mais bon, voilà, je cherche pas à hiérarchiser quoi que ce soit. C'est une vision possible, après faisons ce que vous voulez. Quoi. En tout cas, moi je trouve ça génial. Moi, à chaque fois qu'on me montre ce qu'il y a sous mes yeux, ça m'émerveille à chaque fois. C'était là et on l'a pas vu et c'est toujours génial. C'est un émerveillement pour moi de découvrir ça. Quoi. Effectivement, bien vu Valentin. Tu avais une conclusion ? Ma conclusion c'était ça, c'était simplement voilà, quand j'ai un jeu, quand j'ai une pratique, quel est le gameplay linguistique en fait Quel est le gameplay linguistique ? C'est une question qu'on peut se poser en fait quand on fait du game design. Et vu que le jeu de rôle, le langage a une place quand même prépondérante, la question du gameplay linguistique me semble intéressante. En tout cas, elle l'est pour moi. Étudié. Voilà. Merci Valentin. Un petit tour de table, est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce qu'il vous reste des choses à dire ? Moi franchement, là, j'ai besoin de digérer ça. Je sais pas, au début du podcast, tu disais que tu voulais de la critique et on n'a pas critiqué grand-chose parce que globalement, c'est... Ouais, mais attends, c'est dans les prochains podcasts. Oui, voilà, t'inquiète pas, on va y repenser, on va digérer tout on va ça, le méditer, puis on va lui casser la gueule. Mais ouais, pour le moment, c'est vraiment une ouverture sur quelque chose, une note de plus sur le piano. Très intéressant. Ouais. Donc Stéphane, toi, ça fait longtemps que tu discutes avec Valentin sur ces sujets. Il a oublié quelque chose ? Il y a un autre truc il y a d'autres claques qui t'avaient mises dans la tronche de ce type-là ? À un moment donné, tu voulais qu'il développe quelque chose, j'ai l'impression qu'il l'a pas vraiment développé. Sur la partie symbole, comment on embarque des symboles et comment on utilise des termes à la place d'autres et ce que ça peut faire. Peut-être que... Ça fera l'objet d'un autre podcast, je sais pas. Éventuellement. Ouais. Merci Valentin, merci Darky, merci Antoine, merci... Tiramisu, du coup, faut dire ça, surtout pas Stéphane, Tiramisu. Et merci Jérémy. Jérémy, t'avais un commentaire à faire, non ? Je te vois. Non, pas du tout. Non, Ok, excuse-moi. Okay. Je veux pas zapper personne. Merci à tous, portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. Au revoir. Jouez bien avec le langage, jouez bien avec votre langage.